Bonsoir tout le monde, bienvenue dans Grand Prix, votre émission 100% Formule 1 sur Next Gen Auto. On est ensemble pour à peu près une heure et demie, 2 heures on va dire, pour débriefer le Grand Prix de Bahreïn qui a eu lieu hier, un Grand Prix remporté par Oscar Piastri qui a signé son premier hat-trick en carrière devant George Russell et Lando Norris. Donc on va forcément revenir comme d'habitude sur les performances des 10 équipes et des 20 pilotes au fil du week-end. Et puis dans l'ordre, comme d'habitude, du classement à l'arrivée. On est trois comme toujours ce soir pour en discuter. Il y a Franck avec moi, ça va Franck ? Salut, écoutez, oui, ça va très bien. On a eu un super Grand Prix bien plus animé que celui du Japon. Donc c'était assez cool à suivre en tout cas. Au moins 2 arrêts, donc ça aussi c'était quelque chose qui a un petit peu dynamisé la course. Et puis bon, même si c'est McLaren qui a gagné et que le vainqueur, en fait quoi, l'équipe vainqueur a été un peu attendue, on a quand même eu un peu de suspense, donc c'était cool. Effectivement, c'est vrai que ça a été une course assez animée. Bien plus que la course du Japon la semaine dernière qui nous avait un petit peu, pas ennuyé, mais un petit peu déçu, on va dire. Là, on n'a pas eu le temps de s'ennuyer, ça a été assez intense. Et donc, il y a Alex aussi avec nous pour en discuter ce soir. Ça va, Alex ? Ça va, ça va. Bah oui, on a fait un Grand Prix assez animé. McLaren a dominé mais n'a pas écrasé la concurrence comme on pouvait le craindre. On a eu un très beau Grand Prix et encore on n'a pas tout vu parce que la réalisation TV a quand même été assez catastrophique du début à la fin du Grand Prix. L'avantage, c'est qu'il y a eu quelque chose de plus catastrophique que la réalisation, c'est la FIA. Puisqu'on en parlera aussi ce soir. On va vous faire une page spéciale ce soir à un moment dans l'émission, on l'a programmé, mais on vous dit pas quand. On parlera un petit peu de la FIA et de ses errements qui ont été un petit peu trop nombreux ce week-end. Donc des fois, on glisse un petit peu un mot comme ça. Là, c'est vrai qu'il va falloir un petit peu en parler plus. On va commencer évidemment avec McLaren, donc, qui remporte sa 3e course en 4 courses cette année. Piastri signe son 2e succès de la saison, son 4e en carrière et surtout son premier hat-trick, pole position, victoire et meilleur tour en course. Avec après un week-end en fait où il était largement devant tout le temps et même une course où finalement il a attaqué et pas réussi à prendre trop d'avance, mais il a quand même bien géré pour s'imposer avec une large avance, puisqu'en plus la McLaren avait un petit avantage sur la résistance des pneus, ce qui a fait qu'en fin de course il était particulièrement véloce, là où Lando Norris termine 3e après s'être qualifié 6e, une course brouillon qu'il a lui-même qualifié de pas terrible. Il était un peu déçu. Dans tous les cas pour McLaren c'est carton plein quand même, parce que c'est encore de nouveau un double podium, c'est beaucoup d'avance au championnat constructeur et les 2 pilotes en tête au championnat des pilotes. Norris 3 points devant Piastri. Franck, toi, est-ce que tu t'imaginais une domination comme ça sur un circuit où normalement les autres années McLaren était quand même vraiment en grande difficulté, ou est-ce que tu pensais que la concurrence allait enfin pouvoir un peu plus, comme au Japon, se rapprocher de McLaren ? Moi je m'attendais à pire en fait, je m'attendais à ce qu'il y ait vraiment un gros écart. Pour le coup effectivement Bahreïn c'est pas un circuit qui a beaucoup réussi au McLaren ces dernières années, mais on a vu dès les essais hivernaux que la McLaren MCL 39 était vraiment dans le coup cette année. Et elle l'est sur tous les circuits, je pense qu'on va pas en douter qu'elle le sera aussi sur le reste de la saison. Mais effectivement, je m'attendais presque à ce qu'elle domine un petit peu plus. Et on a eu un peu peur de ça d'ailleurs pendant les essais libres. C'est vrai qu'on s'attendait à ce que la pole position, même l'écart en course, soit beaucoup plus important. On s'attendait peut-être presque du 4 ou 5 dixièmes d'écart avec les autres équipes. Finalement, c'était plutôt du 1 ou 2 dixièmes en moyenne, on va dire. Donc peut-être un petit peu rassuré par ça. Mais effectivement, grosse performance de Piastri ce week-end. Hein. Pas que le jour de la course d'ailleurs, c'était aussi la pole position, c'était voilà un gars solide, un gars sûr comme on dit. Hein. C'est mon gars sûr comme on dit chez McLaren, et je pense que Andrea Stella il a été extrêmement d'ailleurs dithyrambique sur Oscar à la fin de la course en disant vraiment qu'il avait vraiment gagné un gros step en maturité, en gestion de week-end de Grand Prix cette année. Et voilà, ça fait déjà 2 victoires en 4 courses pour lui, et effectivement un moral et un mental d'acier qui fait un petit peu défaut à Lando. Et je vais pas m'épancher plus sur Lando parce que je sais qu'Alex aura certainement plus de choses à dire là-dessus, puisque c'est d'ailleurs lui qui a traité un peu la conférence de presse de Lando Norris et toutes ses paroles par rapport à effectivement, au fait qu'il se sent pas forcément très bien avec cette voiture, qui fait des fautes en qualification, parce que c'est quand même un peu de là que part son mauvais week-end. C'est effectivement ces petits errements en qualification qui fait qu'il se retrouve que 6ème sur la grille. Donc c'est un petit peu, il profite même pas d'ailleurs d'une place de pénalité des Mercedes. Donc le pauvre, voilà, il n'a même pas profité. Mais voilà, dans gros carton vert pour Piastri.
Petit carton jaune, effectivement, pour Norris. Attention à ne pas se laisser submerger par ses émotions, des fois aussi. C'est son envie de s'auto-flageller qui a l'air de revenir quand il fait la moindre erreur. Parce que ça peut être une spirale qui peut être assez descendante. Mais voilà, donc sinon, pas grand-chose à dire, effectivement, sur le fait que cette domination n'est pas une domination à la 2023 de Red Bull, heureusement. Ça reste rattrapable, on va dire, mais ça fait quand même quelque chose de sympa pour McLaren au final, comme tu dis, avec de gros points au championnat constructeur. Avant de passer la parole, Alex, j'ai une statistique. Après 4 courses et un sprint en 2023, Red Bull avait marqué 180 points. McLaren en a marqué 151. Donc c'est un bon chiffre, mais c'est plutôt lié au fait que les autres équipes sont un peu toujours en retrait, plutôt qu'une vraie grosse domination. Pérez avait fait un gros début de saison dernière, on l'oublie, mais Pérez, début de saison dernière, c'était très solide. Et 2023 aussi, avec 2 victoires, on rappelle, en 4 courses. Et toi, Alex, du coup, pour Norris, c'est pour McLaren? Alors, pour Piastri, Franck Gattuso, oui. C'est vrai qu'il nous impressionne par son calme. Moi, j'ai bien aimé sa réponse lorsque on lui a dit que la gourde ne marchait pas. Il n'oublie pas de voir, il dit oui, je le ferai si ça fonctionnait. Donc, c'est vraiment très solide et il a franchi un step. Sur Norris, effectivement, samedi après sa 6e place en qualif, dimanche après la course, même après sa course où il fait quand même un podium, même s'il aurait dû aller chercher la 2e place, il fait quand même un podium. Il est vraiment très très noir. Hein. Si on l'écoutait, on en avait l'impression qu'il avait fait la 15e place en qualif et la 12e en course. C'est un peu son point faible, c'est son manque de confiance en lui. Il a dit lui-même, hein, j'ai tendance à voir la situation comme elle est beaucoup plus noire. Dès qu'on lui a demandé en conférence de presse quel est le meilleur moment du week-end, il a dit voilà, c'est qu'il est terminé. Il a dit, après les qualifs, il avait les idées noires, très abattu. Je ne sais pas comment renverser la situation, je ne sais pas ce que je vais faire. C'était vraiment panique à bord, mais je pense qu'il a vraiment noirci encore plus la situation. Il le dit lui-même, il en est conscient lui-même. D'ailleurs, il se contredit un peu, parce qu'il dit qu'il ne doute pas de lui, en même temps qu'il n'a pas vraiment confiance en lui-même. Donc, c'est un des problèmes de Norris depuis longtemps, c'est-à-dire le mental. On sait qu'il a beaucoup fait pour la santé mentale, en parlant ouvertement de ses problèmes même de santé mentale. Et d'ailleurs, même les élus même, j'ai reçu beaucoup de lettres de gens à qui j'ai littéralement sauvé la vie. Donc ça, c'est tout à son honneur. Mais c'est vrai qu'il ne semble pas aussi solide mentalement que son coéquipier. Ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'il semble vraiment pas à l'aise dans cette McLaren-là. En termes de pilotage, il le dit, ça me convient pas. J'ai pas confiance en McLaren. Déjà qu'il n'a pas confiance en lui-même, il n'a pas confiance dans le pilotage de la McLaren qu'il trouve très pointu, train avant, train arrière. Il a vraiment du mal et je pense que ça s'est vu avec toutes les erreurs qu'il a pu commettre en qualification ou encore en course où il bloque les pneus au moment de dépasser Leclerc, je crois. Donc c'est très erratique et lorsqu'on joue un championnat du monde, on ne peut pas se permettre ce genre d'erreurs et ça fait beaucoup d'erreurs. Alors Piastri on en a commis une très coûteuse en Australie avec cette 9e place. Sans ça, il serait loin devant déjà au championnat, mais Norris en a commis plus, des plus petites, en sprint aussi, le premier tour sprint à Shanghai où il perd plusieurs places, donc effectivement, et c'est très curieux parce que c'est le pilote le plus expérimenté de l'équipe qui semble justement perdre pied. Maintenant, moi, je ne m'inscris pas du tout dans le Norris bashing qui est vraiment en vogue en ce moment, ça va très vite la Formule 1. Norris, déjà, il mène toujours le championnat de 3 points. Il ne faut pas oublier que l'an dernier, il bat Piastri en qualification 21-3. Je répète, 21-3. Donc, c'est plutôt Piastri qui prend une grosse claque. Là, je pense que c'est plutôt le manque d'adaptation de Norris à cette nouvelle McLaren qui est très rapide mais très pointue, qui crée des problèmes et qui font ressortir ces problèmes de mental. Maintenant, voilà, c'est un débat qu'on a aussi dans la rédaction. Est-ce qu'il est déjà enterré? Moi, je pense qu'il faut clairement pas l'enterrer. Finito. Contrairement à certains aussi. La saison est encore longue. Voilà, mais maintenant, c'est clair qu'il y a match, alors que l'an dernier, il n'y avait pas tellement de match en réalité. Ouais, ça, je retrouve un peu le Norris de 2023 qui fait des erreurs en étant un peu en surpilotage par moment. Et c'est vrai que j'ai l'impression qu'il est un peu plus obligé de surpiloter que Piastri pour tirer de la performance de cette voiture qui en a énormément à tirer. Mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Heureusement, alors il y a son erreur du départ aussi. Heureusement, il compense ses 3 places perdues en reprenant 3 places au départ. Mais effectivement, il fait quand même une erreur en se mettant au-delà de son emplacement de grille. Il a de la chance de prendre que 5 secondes parce que si ça avait été compté comme un faux départ en tant qu'avantage sur la grille, il aurait pu prendre un drive-through. Donc ça aurait été vraiment une catastrophe pour sa course. Et puis un petit peu, du coup, on le sent un petit peu bloqué dans
dans sa liberté de pilote entre guillemets, c'est-à-dire que il est un peu comme à Suzuka, il est derrière une voiture, il n'ose pas trop attaquer, il sait pas trop où est la limite de la voiture et il va jamais tenter d'aller plus loin, on va dire, que ce qu'il pense être la limite. Du coup, effectivement, tu parles de la faute sur la grille. Pour moi, c'est une faute, presque une faute professionnelle. Hein. Je veux dire, à ce niveau-là, il dit qu'il avait l'impression d'être mal placé. Tu bouges pas sur la grille. Une fois que t'es placé, tu sais très bien que la FIA derrière, elle surveille à mort. Effectivement, en 5 secondes, il s'en tire vraiment très très bien. Hein. Je veux dire, en plus, il gagne 3 places sur le départ. Heureusement. Ça, par contre, ça lui sauve un petit peu aussi son résultat. Il serait resté 5e ou 6e. Sa course aurait été autrement plus difficile, je pense. Ouais. Donc, il fait un super départ. Bon, on va pas dire que c'est parce qu'il était 10, 15, 20, 30 cm devant sa grille que c'est ce qui fait ces 3 places-là, évidemment. Mais voilà, ça lui coûte cher quand même. Donc ça aurait pu lui coûter beaucoup plus cher. Donc après, je suis pas de celui qui a envie de dire qu'il est finito ou voilà, c'est pas mon propos non plus. C'est vrai qu'on plaisante entre nous. Oui. C'est vraiment de plaisanterie. Mais comme tu dis, la McLaren est plus pointue et on avait perçu dans les propos d'ailleurs de Christian Horner, puisqu'il avait quand même rappelé que c'est Rob Marshall qui est quand même passé de Red Bull à McLaren, que certaines caractéristiques un peu pointues des Red Bull des années précédentes semblent se retrouver effectivement dans la McLaren. Donc la McLaren qui a progressé en performance, peut-être sous l'impulsion, effectivement, certainement même sous l'impulsion de Rob Marshall, avec peut-être quelques caractéristiques des Red Bull, avec un léger déséquilibre avant-arrière qui plaît pas trop effectivement pour l'instant à Norris et qui plaît un peu plus à Piastri. Donc je pense pas que les résultats, comme tu disais Alex, des qualifications de l'an dernier 21-3 se retrouveront cette année. Je pense que Piastri il a vraiment fait un step costaud et je serais pas étonné, voilà, moi que Piastri puisse prendre le leadership chez McLaren. Surtout si Norris s'enfonce dans une petite spirale un peu négative. Je pense pas qu'elle va être très négative non plus, mais s'il faut choisir un pilote à favoriser au championnat et que Piastri s'est imposé, voilà, là je pense que parti comme c'est parti, ils ont pas besoin de choisir entre eux, parce que ça se prend les points entre Verstappen, les pilotes Ferrari, Mercedes derrière. Pour Piastri et Norris, ils doivent prier pour que ça reste comme ça, parce qu'ils vont pouvoir s'échapper au championnat et ne pas avoir à choisir entre deux. Et ça, ce serait parfait. Ah bah oui, c'est quand même que Norris bat quand même Piastri à Shanghai encore en qualif. Hein. Oui, bon après c'est aussi une question de circuit, de réglage. Oui, non, c'est sûr. Après, c'est vrai que moi, je pense que Norris est dans une spirale qui est pas trop violente, parce qu'il faut pas oublier que il arrive en Australie, il est quand même largement devant. Enfin, il est le meilleur avec cette voiture-là sur des conditions difficiles et dans des conditions normales aussi le samedi. Et donc, je pense qu'il faut juste qu'il arrive à reprendre un peu confiance. Peut-être que les circuits lui conviennent un peu moins, je sais pas exactement. Tout ce que je sais, c'est que pour l'instant, moi je m'inquiète pas pour lui. Il y a 2 partout en qualif, il y a 2 partout en course, donc c'est pas, même s'il y a 2 où Piastri était devant, il a gagné, mais c'est pas, je pense pas qu'il y ait danger pour lui pour l'instant, dans le sens où effectivement Piastri va de toute façon être meilleur que l'an dernier, ça paraît déjà évident. Maintenant, Norris a une pointe de vitesse qui est toujours là, et s'il arrive à ne plus avoir ces espèces d'erreurs ou de petits moments de doute, pour moi il sera encore devant en termes de performance pure. Et je me rappelle que l'an dernier à Jeddah il était très rapide notamment, donc j'ai pas trop de soucis pour lui. Je pense qu'il peut se relancer. Après on arrivera à Miami où il a gagné l'an dernier, et après le triple header c'était quand même des circuits sur lesquels il était plutôt à l'aise aussi en 2024, donc je suis pas convaincu qu'il s'enfonce dans une mauvaise spirale. Il a intérêt à se faire aider en tout cas. Je pense que s'il consulte M6, ça peut être le moment effectivement de voir, parce que en fait le seul danger vient de lui-même pour l'instant, pas de sa voiture ou pas de son pilotage. D'ailleurs, c'est ce que Zagron l'a bien vu, hein. Même après la qualif le dimanche matin, enfin le dimanche avant la course à Bahreïn, il lui a dit vas-y, n'oublie pas que t'es le meilleur pilote, etc. Prends le départ, éclate-toi. Et lui-même il a perçu ce point faible chez Norris, et ça a marché de les remettre en confiance pour le départ. Ouais, complètement. C'est vrai que je pense qu'il y a vraiment une composante mentale, et c'est vrai que ça montre par contre que Piastri n'a pas du tout de complexe. Après, ce serait intéressant de voir. Alors effectivement, Piastri l'an dernier s'est pas laissé déborder par le fait qu'il était largement dominé par Norris, à peu près dans toutes les conditions. Mais ouais, à voir si à un moment il fait une erreur. Je pense que le premier qui fera une grosse erreur et qui l'éliminera dans une course aura potentiellement un truc un peu plus difficile à gérer mentalement. Mais c'est vrai qu'on a vu que Piastri avait réussi à bien surmonter ça à Melbourne, et enfin après Melbourne, et néanmoins Norris n'avait pas fait un très bon week-end en Chine, il l'a quand même bien surmonté à Suzuka. Donc moi je pense que McLaren en tout cas est dans une super situation, parce que concrètement effectivement comme tu dis Franck, ils ont de toute façon pour l'instant une concurrence qui n'est jamais la même, et qui est toujours légèrement inférieure en course, et ou presque en tout cas, et qui
qui se prend des points et qui va les laisser tous les deux en tête. Bon, peut-être que Verstappen fera encore illusion sur quelques circuits, mais on va y revenir après. C'est parce qu'on a vu ce week-end de Red Bull qui laisse penser que ça va aller, ça va jouer autre chose que quelques victoires sporadiques. Donc c'est vrai que McLaren, dans tous les cas, c'est tout bon pour eux. Après, effectivement, à voir aussi quelles conséquences ça aura sur l'équilibre de l'équipe et la stabilité de l'équipe si la lutte s'intensifie un peu entre les deux et s'il y en a un des deux qui n'est pas très content de perdre. Puisqu'effectivement, on a vu l'an dernier, quand il y avait vraiment des enjeux, les deux étaient un petit peu de mauvaise foi. Donc, je pense qu'on a fait le tour pour McLaren. Ouais. Je pense pas avoir oublié de fait. C'est vrai qu'ils ont quand même un week-end assez globalement calme par rapport à certaines équipes, même si Norris a été un petit peu en confusion par moment. On va passer à Mercedes avec la deuxième place de George Russell, qui a fait un super week-end avec une deuxième temps en qualif, qui était une troisième place sur la grille à cause d'une pénalité. Mais globalement, très très bon week-end de George Russell, qui était le seul en fait à tenir le rythme des McLaren sur un tour. Et le seul qui était quand même capable de tenir le rythme des McLaren aussi en course. En plus avec une voiture qui littéralement tombait en ruine, ça on y reviendra, mais c'était quand même vraiment sa voiture c'est vraiment totalement elle a lâché l'affaire à 15 tours de la fin, mais lui il n'a pas lâché et il termine deuxième. Et Kimi Antonelli était parti pour faire un très bon résultat, qualifié quatrième, il prenait le départ cinquième. Il était dans le top 10 jusqu'à ce que Mercedes l'arrête une deuxième fois en 3 tours pour lui mettre exactement les mêmes pneus. Alors là, c'était vraiment... moi, personnellement, j'ai pas compris. Apparemment, Anthony n'a pas compris lui-même non plus. Non. Je pense que vous, messieurs, je sais pas si vous avez compris. On va peut-être commencer par ça. Alex, toi, est-ce que tu as eu l'idée ou compris ce qu'a voulu faire Mercedes en l'arrêtant 2 fois au moment de la safety car? Non, mais même avant, sa stratégie était ratée puisque il se fait avoir aux undercuts. L'undercut était très, très, très puissant. On l'a vu avec Ocon qui a mangé Verstappen, avec l'undercut, par exemple. Et qui a fait, même Douane qui avait fait une bonne affaire, tandis qu'Antonelli lui est ressorti totalement dans le peloton. Donc déjà sa course était un petit peu abîmée alors qu'il avait fait vraiment un super job en qualif, et ensuite en course c'est incompréhensible. Ferrari aurait fait ça, on les aurait démolis. Donc voilà, j'ai pas compris non plus. Donc c'est soit on est tous bêtes, soit... non mais c'est les stratégies. Moi je pense qu'on est peut-être tous bêtes, mais avec la stratégie que nous on aurait appliquée, il aurait sûrement marqué des points. Mais... c'est ça, mais en fait ils ont donc remis un pneu de jeu de tendre après avoir fait 3 tours en tendre, alors qu'ils étaient sous safety car. Alors certes on s'est dit peut-être, mais là le coup c'est que sous safety car vous usez pas du tout les pneus. Même 3 tours en tendre, c'est pas ça qui est gênant. Par contre perdre peut-être 1, 2, 3, 4 places dans le peloton parce que vous faites un arrêt que vous n'avez pas besoin de faire, parce que les autres s'arrêtent, mais vous pourriez continuer en piste et gagner peut-être ces 3-4 places. C'est ce qui lui coûte peut-être de rentrer un petit peu dans la zone des points. C'est vrai que sa course avait été un peu foirée avant déjà aussi. Du coup, c'est très paradoxal parce que Anthony, il a peut-être fait son meilleur week-end c'est ça. De sa saison, mais et c'est la première fois qu'il marque pas des points en Grand Prix. Bon, Mercedes a clairement pris la faute sur elle. Allez revoir ça. Oui. Là pour le coup, voilà. Heureusement, ils ont pas foiré la stratégie de Russell, mais voilà. Donc on va passer vite du coup sur Russell puisque. Voilà, alors, Manu, moi, t'as dit qu'il a fait un très bon week-end. Moi, je suis pas d'accord. Il a fait un excellent week-end et je pense que c'est peut-être l'un des pilotes les plus estimés. Il finit à moins de 2 dixièmes de Piastri. Il fait un week-end énorme, effectivement. Et il réussit à tenir derrière lui Norris. Il est quand même un gorille alors que sa voiture ne roulait à peine sur 4 roues. Donc, il est ultra régulier. Il a fait 3 podiums sur 4. Franchement, c'est un petit monstre, Russell. Il faut oublier qu'il a battu Hamilton, c'est quand même pas rien, dans l'équipe qui appartenait à Hamilton quasiment. Donc c'est vraiment énorme ce qu'il fait Russell cette année. Et il a pas la meilleure voiture, il a peut-être la deuxième meilleure voiture. Il est pas très loin au classement. Et il est mine de rien, il est à 14 points, je crois, de Norris, 6 points de Verstappen. Donc il est toujours bien placé, toujours là. Franchement, pour moi, c'est vraiment un week-end énorme de Russell. Et en plus, la Mercedes marche bien en conditions chaudes. Il faisait chaud une première, ouais. Donc, c'est quand même une des très bonnes nouvelles aussi du week-end pour Mercedes. Donc, voilà. Lui-même, bien sûr, Russell n'a pas voulu s'inclure dans la liste des prétendants au titre parce que, bien sûr, c'est le jeu. Mais si la Mercedes se développe dans le bon sens, tout le monde le voit champion pour l'an prochain. Russell, ça sera peut-être qu'il aura une chance dès cette année. Et surtout que oui, je pense qu'effectivement, si ça venait à tourner au vinaigre chez McLaren, s'il y en a un qui peut en profiter pour l'instant, c'est lui clairement.
C'est vrai qu'il est quand même vraiment impressionnant. Il est très solide. Évidemment, moi, je suis toujours dithyrambique sur Russell. J'avais été la semaine dernière. Je crois que tu m'avais un peu relativisé mes propos, mais là, on fait l'inverse. Mais c'est vrai que c'est vrai que moi, je suis toujours dithyrambique sur Russell. Pour moi, c'est un des pilotes les plus sous-estimés du plateau. Alors pourtant, il est quand même pas si mal coté, mais il est énorme. Et effectivement, de nouveau, là maintenant qu'il est le leader réel et unique chez Mercedes, puisqu'il a un équipier qui est débutant. Il est là, en fait, il est tout le temps là. Et déjà, il est tout le temps devant Antonelli, ce qui était pas. Il y a des gens qui craignaient un peu que ce soit pas le cas, mais il est quand même tout le temps là en mode patron. Alors Antonelli est jamais très loin non plus, mais sauf à Melbourne, mais malgré tout, il est très 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 solide devant. Et effectivement, là sur un week-end où la Mercedes était très bonne quand même, pas été bonne en performance, lui a été excellent. Et malgré un problème alors il a eu des problèmes de capteurs en fait liés à la FIA. Sa voiture a commencé à perdre un peu pied à ce niveau-là, et du coup le DRS ne fonctionnait plus de manière automatisée, c'est-à-dire que normalement les capteurs renvoient un signal à la voiture qui dit au pilote que le DRS peut être activé. Là c'était plus le cas, donc il était obligé de le faire manuellement. Et c'est le comble du problème quand il a essayé d'activer un autre bouton, parce que la voiture a eu d'autres problèmes que ça. Il a essayé d'activer le bouton de backup radio, puisqu'elle avait des problèmes d'activation radio aussi, et ça a ouvert le DRS en ligne droite. Il l'a refermé immédiatement, donc ils ont gagné 0,02 je crois. C'est ça, il a perdu 0,28 derrière en ralentissant. Voilà. Et il a ralenti pour ne pas gagner, donc ce qu'il a très bien fait, encore une fois, très belle maturité et très bon réflexe, parce qu'il fait tout ça quand même à des vitesses assez folles. Et ça lui a permis de ne pas être pénalisé, malgré le fait qu'il y avait ce souci-là. Après, c'est vrai que c'était un problème qui initialement venait ça venait d'un tiers de Mercedes, c'était pas du tout lié à l'équipe ni à la voiture, donc c'était plutôt pas mal qu'il le pénalise pas pour ça. Mais il a fait une gestion de course à la fin avec une voiture qui vraiment littéralement tombait en morceaux, et a été très solide, Franck. Oui, après, justement, c'est peut-être même un premier point FIA, parce qu'on s'en était rendu compte, d'ailleurs aussi, ça arrivait un peu au moment du live timing, qui commençait un petit peu à déconner et à l'écran, et pour ceux qui ont le live timing sur formula1.com qui le suivent, les temps se mettaient pas correctement à jour et tout, et puis d'un coup Russell disparaît, disparaît autant du GPS que ça, donc dans le désert. Donc voilà, on a vite compris que avec cette histoire de DRS, il pouvait plus s'activer. Effectivement, il y a des problèmes de transpondeur, donc c'est quand même extrêmement rare, mais ça, comme quoi ça peut arriver aussi. Donc à la FIA, aux fournisseurs de comprendre pourquoi. Et heureusement, j'ai envie de dire heureusement qu'ils l'ont pas pénalisé pour ça, parce que là pour le coup c'est vraiment pas de sa faute. En plus ils ont dû faire une activation manuelle, c'est-à-dire à la voix de la part de son ingénieur, donc on s'avère qu'il l'active même pas exactement au moment pile poil où c'est opportun, ou alors il attend vraiment d'être vraiment dans la seconde pour le faire, et pas une seconde 2, une seconde 3, parce qu'il faut vraiment être sûr de chez sûr. Ça se passe bien, et d'ailleurs d'autres équipes ont un peu commencé aussi à parler à la radio de certains problèmes, parce que je crois même d'ailleurs chez McLaren on a dit à Norris de vraiment activer son DRS que quand il était sûr, et on a aussi vu Leclerc le DRS s'activer entre deux virages, comme ça d'un coup il y a un petit volet, c'est une vidéo qui a circulé entre deux virages, le DRS est ouvert peut-être une demi-seconde, même pas, avant de se refermer, donc effectivement il y a vraiment dû y avoir un souci, et il n'y a pas eu de communication pour l'instant. D'ailleurs Mercedes dans son débriefing de post-course et même aujourd'hui n'a pas encore expliquer pourquoi il y avait eu ce souci, donc ça doit vraiment revenir côté FIA, donc déjà un petit point noir à marquer côté FIA pour tout ça, mais bon, ça n'a pas empêché Russell effectivement de naviguer, je vais pas dire tranquillement jusqu'à la deuxième place, qu'il y avait Norris derrière lui, mais en tout cas de résister avec les armes dont il disposait, pour effectivement maintenir une McLaren qui était quand même hyper rapide derrière lui, et voilà, donc très très belle deuxième place pour lui. Prétendant au titre, j'ai un peu de mal à le dire aussi, parce que la Mercedes elle est bonne par-sous, mais elle est pas excellente. Bon point effectivement, comme tu l'as dit Alex, et comme le dira Toto Wolff dans un article que je sortirai demain matin, c'est que ça marche très bien à Bahreïn, où il a fait chaud, aussi bien dans les journées qu'en soirée, donc ça c'est quand même quelque chose de vraiment nouveau pour eux dans cette ère de la F1 effet de sol, parce qu'en 2022, en 2023 et en 2024 c'était pas du tout le cas, il fallait attendre qu'il fasse frais, donc ça c'est vraiment le bon point. Alors maintenant, est-ce que ça va les décider à vouloir développer davantage cette voiture, ou est-ce qu'ils se disent que McLaren est quand même un petit peu trop loin pour aller jouer le titre? La question elle va être vite répondue, je pense que d'ici l'Espagne, tout le monde aura à peu près décidé de ce qu'il allait faire, et ça semble assez compliqué quand même d'aller chercher McLaren, même si je pense que chez Red Bull ils vont tout faire, parce qu'il y a hors de question que de laisser Verstappen mijoter, mûrir, on va en parler juste après, mais avec une telle voiture pendant un an, c'est pas trop le style de la maison, mais je pense que chez Mercedes, chez Ferrari,
on va quand même vite décider de ce qu'on fait. Est-ce qu'on met les œufs sur le panier 2025 encore un petit peu, ou est-ce qu'on met tous les œufs sur le panier 2026? Voilà, je pense que d'ici, après Imola, d'ici l'Espagne, l'histoire des ailerons flexibles aussi, effectivement, ça sera à voir aussi. Ça sera vite décidé ensuite sur la fin de saison. Ouais, effectivement, c'est vrai que je pense effectivement que ça va être, pour eux, ça va être un peu rapidement le cas de savoir ce qu'ils vont faire. Et puis. Donc le Mercedes, c'est clairement 2026 qui est visé. Oui, de toute façon, il y a quand même le moteur, c'est important. C'est ça. Pour eux. Ils vont pas tout jeter sur 2025. Non. Après, la question, c'est quand même de savoir, est-ce que Russell pourrait avoir une chance quand même ou non de profiter des problèmes de McLaren, ou est-ce que pour toi déjà, est-ce que c'est trop. Enfin, il n'y a pas trop de retard, mais est-ce que tu penses que de toute façon, il sera trop tard pour Mercedes pour inverser cette tendance? Trop tard pour l'inverser, oui. Profiter d'un faux pas, de réglage ou d'un abandon, d'un accrochage entre les deux, hein. Aussi, ça peut arriver. Pourquoi pas? Je vois bien gagner quelques victoires cette saison. On va pas quand même espérer. Enfin, on va pas espérer, c'est sûr. Enfin, pas moi en tout cas, peut-être Manu. Espérer que McLaren remporte toutes les courses qui restent, évidemment. On va espérer qu'il y en a un petit peu pour Ferrari, un petit peu pour Red Bull et un petit peu pour Mercedes quand même. Donc oui, je le vois bien quand même s'imposer quelques fois. Je l'espère en tout cas grandement pour l'intérêt du... Peut-être pas du championnat dans sa globalité, mais dans l'intérêt au moins des courses qu'on regarde le dimanche, voilà, qu'on passe tous un bon moment avec de belles batailles. Donc voilà, et puis les monoplaces sont quand même archi proches, hein, donc on peut suivre qu'il y a un circuit qui tourne un peu plus à l'avantage d'un autre qu'un autre. Un bon réglage bien trouvé, un sprint qui se passe bien, voilà, ça peut vite, voilà, bien vu avec la victoire d'Hamilton au sprint en Chine, hein, voilà, il suffit de mettre les doigts sur le bon réglage au bon moment, de prendre le bon départ, et puis vous envolez en tête. Donc il suffit de pas grand chose, hein. D'ailleurs, on l'a vu sur le rythme de course, même avant la safety car, ça se jouait à même pas un dixième au tour. Alors que quand Red Bull dominait, c'était une demi-seconde à une seconde au tour quand même. Ouais. Là, on est quand même sur des écarts qui sont même assez infimes. Donc, et puis n'oubliez pas la variante Pirelli qui va quand même amener des pneus beaucoup plus tendres à partir de Imola et sur la suite des Grands Prix pour favoriser ces stratégies à deux arrêts, parce que voilà, il y en a un petit peu marre de la course à l'économie de pneus, et je pense que tout le monde l'a bien compris. Donc ça aussi, c'est une donne qui peut changer et qui pour le coup n'est pas l'avantage de Red Bull. Voilà, pour faire la transition. Ouais, non, enfin la transition, malheureusement, chez Ferrari. Ah pardon, oui c'est vrai, voilà. Je l'ai voyé déployer, effectivement. Mais Red Bull, on en parlera après, c'était tellement mauvais. J'exagère. Non, on va faire déjà Ferrari qui termine de nouveau 4 et 5, Leclerc 4, Hamilton 5. Encore raté pour le podium, mais c'était pas loin. Alors, là aussi, chez Ferrari, il y a deux philosophies, celle de Fred Vasseur qui dit « vous en faites pas, tout va bien », et puis celle de quelques observateurs qui disent « maintenant, il faut que ça suffit, il faut que ça change ». Et il y a aussi celle de Charles Leclerc qui dit « excusez-moi, mais moi, je trouve que ça commence à faire un peu long ». Il l'a dit aujourd'hui, on a traité l'article, il a dit que ça commençait à faire un peu long pour voir Ferrari vraiment se redresser. Et effectivement, toujours pas de podium cette année pour la Scuderia. Ça, c'est quand même la statistique qui fait mal par rapport aux trois autres équipes de pointe. Alors, ça n'a pas été mauvais tout le week-end, hein. Leclerc se qualifie 3e, il passe 2e grâce à la pénalité de Russell. Néanmoins, lui, il dit que sur la qualif, il a pu faire illusion parce que il avait tout réussi à mettre bout à bout sur son tour et qu'il a fait vraiment le tour parfait ou presque. Mais qu'en course, la Ferrari manque de performance et du coup, ils sont obligés de taper un peu plus dans les pneus et donc ils n'ont pas cette aisance au niveau de la dégradation. Est-ce que c'est une très mauvaise nouvelle pour Ferrari, sachant qu'il y avait un package d'évolution ce week-end, ou est-ce que, vu que eux le pensent, ce sera plus facile dans les prochaines courses parce que le package est plus dirigé vers des circuits qui sont plus rapides que celui de Bahreïn, qui a pas mal de virages lents. La question, c'est de savoir, est-ce que pour vous, c'est grave que le package n'ait pas fonctionné comme autant qu'on l'aurait espéré ce week-end? C'est 94, c'est le nombre de points de retard de Ferrari sur McLaren en 4 courses. C'est sûr que ça fait très mal. Moi, je l'attendais plus quand même de ce nouveau plancher, hein. J'attendais les Ferrari comme clairement la deuxième force pour avoir vraiment de l'espoir sur vraiment la suite de l'année. Moi, la semaine dernière, on avait dit que voilà, si ce nouveau plancher n'apportait pas exactement tout ce qui était prévu, ça commencerait à devenir inquiétant pour Ferrari. Bon, c'est inquiétant pour Ferrari, c'est pas très inquiétant, mais ça l'est quand même parce que
On a toujours le sentiment qu'il manque encore quelque chose à cette Scuderia. Il voulait commencer la saison en étant très rapide, très vite et être tout de suite aux avant-postes. C'est pas le cas et il y a déjà beaucoup de retard qui a été pris. Donc pour moi, la question va vite se poser sur est-ce qu'il faut déjà tout abandonner pour aller sur l'an prochain. Ça, c'est une question qui pend déjà au nez de la Scuderia et à force de dire qu'on sera prêt à la prochaine course, la prochaine course, ça sera à Abu Dhabi. Donc voilà. Pour moi, c'est quand même encourageant. Hein. Ils ont eu finalement une stratégie qui n'était pas si mauvaise. Ils ont été quand même vernis avec la voiture de sécurité, je trouve. Donc c'est pas mal, mais c'est pas encore ce qu'il faut. C'est bien, mais peut mieux faire. Ouais, il y a le discours de Leclerc qui est un peu alarmant. Il y a le discours d'Hamilton qui est un peu plus rassurant sur le fait qu'effectivement, il commence un peu à trouver ses marques dans cette alien, c'est comme ça qu'il l'a surnommé, cette Ferrari SF25. Effectivement, il dit voilà, il a 15 ans de réflexes à revoir. Hein. Tout ce qui est notamment freinage, tous les freins électroniques, la régénération, qui était très différente sur le moteur Mercedes. Il passait des freins carbone industrie aux freins Brembo. Alors on sait qu'il y a eu des rumeurs cet hiver comme quoi il voulait vraiment que Ferrari passe au carbone industrie, mais bon, hors de question que Ferrari se sépare de Brembo, puisque c'est quand même deux marques italiennes. Voilà, donc c'est des choses sur lesquelles il faut s'adapter. Le plancher, ils ont l'air de dire comme qu'il fonctionne, donc est-ce que ces oscillations de performance, ces sortes de hauteur de caisse, ça va mieux aussi, peut-être. Bon, Hamilton s'est quand même un petit peu planté dans ses réglages, puisqu'il est quand même encore assez loin de Leclerc en qualif. En course, ça va évidemment un peu mieux. Leclerc était quand même pas si mal en course sur le rythme de course. J'ai pas envie non plus de noircir le tableau, donc sans me ranger non plus au côté ça va aller de Vasseur, qui se trouve que je trouve qu'il se binotise un petit peu d'ailleurs sur certains de ses propos. mais ouais, il y a pas encore le feu. Ouais, clairement, ça va pas jouer le titre, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas pas à ce rythme-là, à moins de trouver la recette magique. Mais on sent qu'il y a quand même le potentiel. Voilà, le potentiel est là. La voiture a le potentiel pour. Ça commence quand même très loin vendredi à Bahreïn. Ça commence à plusieurs dixièmes de seconde, comme ça commence à 5 ou 6 dixièmes quand même. On se dit waouh, ils vont se prendre une méga claque. Finalement, c'est pas le cas. Donc j'ai pas envie parce que moi je suis un petit peu un fan de la Scuderia évidemment, donc j'ai envie quand même que ça réussisse un petit peu. Puis ne serait-ce que pour l'intérêt du championnat aussi, des courses du dimanche. Hein. Voilà, c'est qu'on est un petit peu des vainqueurs différents aussi. Et que je pense pas que tout est à jeter pour l'instant. Ils ont récolté les données, ils vont certainement étudier tout ça. Voir ce qu'ils peuvent faire de mieux en termes de réglage. Ils avaient comme admis qu'ils avaient un problème dans le simulateur au niveau des réglages qu'ils ont rectifié, donc ça va un peu mieux. Hamilton, il a un petit peu fini avec ses expérimentations, je pense. Il dit là en tout cas qu'il avait mieux compris certaines choses. Écoutez, rendez-vous à Jeddah, un circuit un peu plus de pilotage pour le coup, puisqu'on est quand même entre les murs, donc là c'est vraiment le pilote qui doit prendre des risques. Donc ça peut-être tourner effectivement. On sait à quel point Charles Leclerc est un grand amateur des circuits urbains. C'est pas le seul évidemment, mais ça lui plaît bien. Hamilton est pas mauvais aussi dans cet exercice. Donc voilà, je pas envie de tirer sur l'ambulance pour l'instant parce que c'est que le début du championnat. Il y a que eu 4 courses et que la voiture elle est pas larguée non plus. Voilà. Donc peut-être plus de potentiel de développement que les autres voitures comme c'est Ferrari. Ça. C'est l'équipe des écuries de pointe qui a tout changé, les suspensions en particulier, mais pas que. Voilà, donc on a l'impression qu'ils ont du potentiel. Le problème, c'est qu'il y a déjà 4 courses de passé, quoi. Alors, il en reste 20, d'accord, mais ça reste quand même. Ça peut suffire. On a vu McLaren reverser une situation en 2023 et en 2024. 94 points quand même. C'est beaucoup, hein. Oui, alors si tu remets les disqualifications, ça fait quand même beaucoup moins. Ouais. Mais le fait est que sur le bilan. Oui, le vrai bilan comptable, il y a 94. Le vrai bilan sportif, il est un peu moins que ça, on va dire. Mais c'est vrai que c'est là que c'est un peu décevant, c'est qu'en fait Ferrari s'est tellement placé dans toute l'intersaison et la fin des dernières, où après ils ont été placés, mais il y a eu un peu ce côté où on a vu Ferrari comme étant l'équipe capable d'aller se battre contre McLaren, parce que Red Bull commençait à perdre de vitesse, que Mercedes était un peu en difficulté à ce moment-là, et que eux étaient vraiment sur une deuxième partie de saison qui était vraiment hyper impressionnante. Et là, c'est vrai qu'il y a ce coup de froid où finalement on les voit un peu tâtonner. Alors après, effectivement, ils ont beaucoup changé de choses sur la voiture, mais apparemment, en Italie, ça grince un peu des dents sur les discours de Fred Vasseur qui dit vous en faites pas, ça va aller, parce que lui, il est confiant aussi que son projet c'est du long terme. De toute façon, après, faut pas de miracle. C'est vrai que je pense qu'en Italie, ils ont un peu la mémoire courte, mais quand Jean Todt est arrivé chez Ferrari, il a fallu quand même 7 ans pour gagner un titre. Hein. C'est pas, alors, il partait de plus loin, mais n'empêche qu'il a fallu beaucoup d'années. Il a fallu des choses compliquées et tout ça, et c'est pas, on ne gagne pas un titre en claquant des doigts, ça c'est sûr.
Mais c'est vrai que c'est un peu décevant de voir Ferrari, finalement, pour l'instant, ne pas avoir son... Moi, ce qui m'inquiète le plus, en fait, c'est qu'ils aient à aucun moment, sur aucun circuit, eu vraiment la chance d'aller se battre pour un podium. Et ça, c'est un peu... Ça va venir à Jeddah, t'inquiète pas, ils vont gagner. Et peut-être doubler à Jeddah. Ouais, bah ouais. Non, D'ailleurs, on en parlera plus tard, mais j'ai pronostiqué une victoire Leclerc, moi, de Jeddah. L'éternel optimiste. Oui, mais écoute, ça vient une fois sur 24, ça va payer quand même. Hein. Ah, plus d'une fois, je pense. Mais non, mais c'est vrai que oui, après, moi, je m'inquiète pas pour Ferrari, mais en fait, ouais, c'est le retard qu'ils accumulent qui va finalement faire qu'à la fin, même s'ils dominent, ils auront peut-être pris trop de retard, et puis après, c'est vrai qu'il y a toujours les décisions à prendre sur 2026, quoi. J'ai pas parlé de titre non plus, là, clairement. Je parle déjà de trouver le chemin vers la victoire, ça sera déjà bien. Ce serait déjà pas mal, effectivement. Bon, après, on va parler les propos de Luca Di Montezemolo qui dit que Ferrari manque d'âme. J'ai envie de lui dire, écoute, oui, ça va, hein, parce qu'on parle quand même de la personne qui a mis Marco Mattiacci à la tête de Ferrari il y a 10 ans de ça, 11 ans de ça. Donc, niveau manque d'âme, je crois qu'il en connaît un rayon. Et puis voilà, non, mais après, effectivement, moi je m'inquiète pas trop pour Vasseur. Et puis malgré tout, il a une très bonne cote de popularité chez les tifosi. Ah, par contre, Arriva Bene, il avait beaucoup plus d'âme. Oui, Un peu trop même. ouais, c'est vrai. Mais bon, après, effectivement, après, je pense pas qu'il aille vers une communication à la Binotto, mais c'est vrai que Vasseur, il a toujours ce côté où il prend les choses, il donne l'impression de prendre les choses un peu de manière nonchalante parce qu'il est comme ça, il a un peu sa bonhomie pour lui. Mais je pense qu'effectivement, en Italie, ils comprennent pas trop ce langage, mais après, bon, il faut qu'il s'y habitue parce que c'est vrai que il va jamais faire un gros drame, même en cas de mauvais résultat, en fait. On rappelle, Ferrari a 2 doigts de gagner le titre constructeur l'an dernier à Abu Dhabi. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai, alors que quand il menait le championnat constructeur en 2022, Binotto a dit qu'il n'allait pas le gagner. Donc ça, c'était... Il a tenu sa promesse. C'est un homme d'objectif, effectivement. Non, j'avais dit deuxième, ce sera deuxième. C'est méchant. Alors, on passe évidemment à Red Bull, hein, puisque Red Bull, ça a été la 4e force du plateau ce week-end, voire un peu... Et encore, c'est ce que j'allais dire, et encore, parce que Verstappen est devant certaines équipes du peloton, mais elles n'étaient pas très très loin. Alpine n'était pas loin. Ouais, Alpine n'est pas loin, As n'est pas loin non plus en course. Il finit 6e, Max Verstappen, après un week-end où, évidemment, on l'a vu chafouin, mais pas non plus trop alarmiste. Je trouve qu'il est... j'ai l'impression que le Verstappen de 2022 accepterait beaucoup moins ce genre de saison. Mais voilà, après un week-end où clairement la voiture a manqué de performance, il a eu des problèmes de frein, l'équilibre était pas là, on l'a vu faire pas mal d'erreurs à des freinages, et puis une course où il se retrouve, il met des pneus durs qui ne fonctionnent pas du tout, il se retrouve très loin, il repart dernier de son arrêt au stand parce qu'il fait un arrêt en plus à un moment. Finalement il le compense pas mal avec la voiture de sécurité, et puis malgré tout il garde un rythme correct à la fin qui lui permet d'aller prendre une place à nos deux Français dont on parlera après. Et Yuki Tsunoda par contre marque les premiers points de la 2e Red Bull cette année, donc ça c'est quand même une très bonne chose pour lui. 9e, il marque 2 points, c'est également ses premiers points sous les couleurs de Red Bull. Il n'est pas si loin de Verstappen, ça c'est plutôt la bonne nouvelle pour lui. Il n'a pas fait un mauvais week-end du tout, Tsunoda. Alors, c'est encore perfectible, mais quand on voit les difficultés avec la voiture et quand on sait à quel point la voiture est compliquée à gérer, c'est quand même une bonne nouvelle. Maintenant la question c'est, on passe d'une équipe qui, il y a une semaine, a gagné, avec un Verstappen certes de gala, mais quand même qui gagne, donc ça veut dire que la voiture était capable d'aller chercher les McLaren, à une voiture qui, ce week-end, n'était pas du tout en mesure de lutter contre les 3 meilleures voitures du plateau. Est-ce qu'il faut y voir un signe d'une déchéance ? Est-ce que pour vous, c'est plutôt un côté un peu plus accidentel, mais qui va revenir ? Ou est-ce que, effectivement, Red Bull, c'est le début de la spirale ? Chronique d'une défaite annoncée. Je pense que ça dépend beaucoup des caractéristiques du circuit aussi. Ils s'attendaient davantage à souffrir sur un circuit de Bahreïn qui leur a déjà pas réussi aux essais hivernaux, qui est très dur avec les pneus arrière, où il y a l'enjeu de la dégradation important qu'a annoncé Conte, quand même plus qu'à Suzuka où il y avait pratiquement pas de dégradation. Donc je pense que c'est aussi lié au circuit que la Red Bull vaut quand même fondamentalement un peu mieux que ça. Mais c'est la 4e force du plateau la plupart du temps. Hein. Et donc, lorsqu'elle tombe plus bas, elle tombe vraiment plus bas que l'an dernier. C'est ça aussi qui compte. On peut se demander si, justement, quand la Red Bull est moins pointue et qu'il faut plus se battre avec, est-ce que, justement, ça nivelle pas le niveau entre les 2 pilotes. Et donc, Tsunoda, qui devient le premier pilote, c'est le premier et 2e pilote Red Bull à marquer des points depuis Vegas l'an dernier.
Donc ça valide quelque peu, évidemment, c'est vrai, le pari qui a été fait de jeter Lawson au bout de 2 courses. Voilà. Moi, ce que j'aime pas trop chez Red Bull, c'est leur propension à se faire des réunions de crise dans la panique chaque soir dès qu'il y a un mauvais résultat. Ça donne vraiment l'impression qu'ils sont encore de solution et qu'ils veulent montrer à tout prix à Verstappen que, voilà, il faut le garder. Moi, je pense que c'est plutôt à l'usine de calmement le lendemain qu'on règle les choses et pas comme ça en panique de les soirs. Et je pense que tu as exactement soulevé le truc pour lequel ils font ça, c'est qu'ils veulent juste montrer à Verstappen qu'ils sont conscients du problème. Je pense que ça va pas plus loin. Ils ont pas la réunion de crise que l'ingénieur va dire ah oui c'est vrai. Évidemment, mais ça ils s'en foutent. Après c'est pour dire regarde on réagit dès maintenant action-réaction tu vois. Ils réagissent en fait aux propos de Verstappen devant les télés anglaises et néerlandaises où franchement il dit j'en ai un petit peu marre parce que les chez Red Bull ils ne savent pas où est le problème. C'est exactement ce qu'il a dit. Et Horner s'est fendu forcément d'une réponse derrière. Il dit si on sait où est le problème. Il faut juste qu'effectivement qu'on ait des solutions qui arrivent. Il y aura un article qui arrivera demain sur le site qui sera beaucoup plus complet à ce sujet, qui nous explique effectivement que le problème fondamental qui vient, c'est qu'ils ont une très mauvaise corrélation entre la soufflerie et ce qui se passe en piste. C'est-à-dire que leur soufflerie qui date de la guerre froide. Voilà, qui date des années 40 mais qui a quand même été agrandie, modernisée évidemment depuis le temps, n'est plus assez moderne et performante pour effectivement jouer sur ces gains marginaux. Voilà, parce que c'est comme ça que Horner le dit, c'est que vous avez une F1 en tout début de cycle réglementaire où effectivement il y a de gros gains à faire sur des pièces qui évoluent beaucoup, ça passe. Quand vous êtes en fin de cycle réglementaire et que vous êtes en train d'affiner, peaufiner la moindre surface aérodynamique, que ce soit l'aileron avant, l'aileron arrière, les pontons, le capot moteur, la carrosserie, le plancher, j'en passe et des meilleurs, quand vous êtes à chercher le dernier centième de seconde sur chaque pièce, et que votre soufflerie n'a plus de corrélation fiable avec les outils en soufflerie et la piste, c'est un gros problème. Donc le problème est clairement aérodynamique, ça y est, donc il a été identifié comme tel, donc c'est ce que dit Horner, et ça sera dans l'article de demain. Que le problème effectivement est bien là où l'a dit Marco, c'est-à-dire entrée de virage, milieu de virage, où la voiture manque clairement d'appui et donc du coup de stabilité et donc de confiance pour les pilotes derrière pour pouvoir savoir à quelle vitesse rentrer dans le virage et quelle vitesse maintenir dans le virage. Vous couplez ça effectivement, comme le dit Horner, avec des problèmes de frein. Alors c'est pas vraiment une question de performance de freinage, on va quand même rectifier les choses. La RB Vettel freinait très très bien, de ce côté-là il n'y a pas de problème. C'est juste une question de modulation de freinage, de question de constance au freinage, une question effectivement d'assiette aussi, voilà comment la voiture pique au freinage. Et quand vous êtes obligé de jouer sur la balance avant-arrière, du coup vous avez plus du tout le même équilibre non plus, donc vous déstabilisez encore plus votre voiture dans l'entrée en virage. Et c'est vraiment ça qui a énervé Verstappen ce week-end, clairement. Au point d'ailleurs que Red Bull a été autorisé à changer de plaquettes et de matériaux de freinage avant la course, sous régime de pare fermé, sans devoir partir de la voie descendre. Donc ça veut dire aussi que on tâtonne aussi un petit peu, mais voilà, on a un clan Verstappen où on a vu un Raymond Vermeulen aller s'entretenir un peu de manière abrupte avec Helmut Marko, jeter son pass VIP au fond du garage, donc ça a quand même été capté, et s'en aller en plein milieu de la discussion. Une mini réunion de crise, je sais pas si on peut appeler ça de force 4 je pense que la discussion doit être bien animée quand même. C'est ça, donc voilà, et clairement Marco qui commence ici à parler de clauses de sortie activables. Marco il a rien à faire, hein. Autant Horner il dit que non il y a que 8 points, machin, tout ça, faut pas s'alarmer, le championnat est encore long, tout ça. Autant Marco il est en mode inquiétude totale. On sait pas si c'est 2e ou 3e au championnat pilote, mais on sent que à mon avis si c'est 4e, c'est sûr que Verstappen, s'il a envie de se barrer, c'est 4e à l'été par exemple, je sais pas, c'est avant la pause estivale ou au 30 juin, enfin bref, on sait pas exactement les termes, mais s'il est 3e ou 4e à ce moment-là, s'il a envie de se barrer, il peut le faire sans que sa nouvelle équipe n'ait à payer un délit financier énorme à Red Bull, qu'il a quand même signé, je crois, en 2028. Donc, et c'est exactement ça que craint Red Bull, parce que si Red Bull perd Verstappen avant l'arrivée de Ford, parce que on ne faut pas oublier quand même qu'ils ont vendu un package Max Verstappen à Ford aussi. Hein. Ce serait gravissime pour eux. Ce serait vraiment gravissime. Donc, c'est pas en fait que 2025 là qui se joue. C'est aussi tout ce qui est derrière, c'est le merchandising Verstappen, c'est l'image de Verstappen avec Red Bull, c'est toute une machine de guerre commerciale aussi qui est en train de souffrir. Et vous enlevez Verstappen à Red Bull, à l'équipe Red Bull, mais vous enlevez une partie énorme de cette équipe. Ouais, et de sa réussite. Et voilà.
Et moi, je c'est pour Adrian Newey qui doit bien se marrer chez Aston Martin. Ça, c'est sûr. Mais je pense pas que. Non, je pense pas que ça soit que lui qui explique ça, mais il doit quand même bien se marrer. Après, faut oublier qu'il avait un peu taclé quand même Pierre Vacher en disant que voilà, il manquait d'expérience, voire de compétences pour bien développer sa Red Bull. Je pense que c'est faux, mais bon, le fait est que c'est sûr que les circonstances donnent plutôt raison à Newey. Moi, je dirais que j'ai le truc déjà sur Verstappen. Je pense qu'il y a vraiment un côté où l'équipe l'équipe essaie de sauver tout ça, mais je pense que la différence entre Horner et Marco, c'est que Marco, lui, voit quand même l'intérêt de Verstappen, parce qu'on sait que c'est son mentor, on sait qu'ils s'entendent extrêmement bien tous les deux, et que Marco a dit qu'il s'opposerait jamais à ce que Verstappen prenne une décision pour sa carrière. Et je pense que il est inquiet pour Red Bull, mais lui, si Verstappen décide de partir demain, il est ok avec ça parce qu'il sait que Verstappen mérite mieux que ce que Red Bull est en train de lui donner. Horner, lui, voit que le gain pour Red Bull, et effectivement, il voit surtout les pertes possibles pour Red Bull, car si jamais Red Bull perd Verstappen, après avoir perdu, j'y reviendrai, Newey et Marshall, je pense que ça va être un gros souci pour eux, commercialement, mais évidemment sportivement aussi. Et je pense que Horner est en train d'être terrifié par cette idée, parce que il sait que effectivement l'an prochain, a priori, le programme moteur dans tout ce qu'on entend des échos, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas, ils n'ont pas du tout de fiabilité, ils n'ont pas assez de performance, et en plus de ça, on se retrouve avec un Verstappen qui est sur le point de partir. Et il y a un message de Nico dans le chat que je voulais reprendre, parce qu'effectivement on parle de la soufflerie. Moi je trouve que Red Bull, plus les résultats sont mauvais, plus ils disent que la soufflerie est vieille, ancienne, machin. Comme le dit Nico, il dit attendez, c'est pas la même soufflerie qui était la référence en 2021 et pour laquelle les Racing Bulls a quitté Bicester pour avoir des installations plus modernes. Et effectivement, je pense que c'est bien beau de tout remettre sur la soufflerie pour dire non mais vous en faites pas, le seul problème c'est l'infrastructure, mais l'an prochain on aura une nouvelle soufflerie, tout fonctionnera. Moi je suis pas du tout d'accord, c'est-à-dire que pour moi le gros problème c'est que à l'époque où ils avaient Adrian Newey qui faisait le début de conception, parce qu'il faut pas oublier qu'Adrian Newey faisait des bases de conception qui ensuite passaient dans les mains des ingénieurs puis allaient en soufflerie et en CFD. Et parmi ces ingénieurs, le directeur d'ingénierie c'était Rob Marshall. Donc en fait la voiture, quand elle arrivait en soufflerie, elle avait été préconçue par Newey et supervisée par Vacher, mais aussi par Marshall. Aujourd'hui, Marshall est parti chez McLaren, qui comme par hasard domine le championnat, et Adrian Newey, l'homme aux 200 victoires et 14 titres, je crois, est parti aussi de l'équipe. Et comme par hasard, la soufflerie, là, commence à poser problème. Pour moi, quoi qu'ils en disent, oui, la soufflerie a toujours eu un problème, c'est pas le truc le plus fou, mais elle n'est pas non plus une catastrophe comme ils le disent, et je pense qu'ils osent juste pas dire que leur équipe d'ingénierie est de manière de plus en plus instable, et en tout cas beaucoup moins performante qu'elle était au moment où ils avaient la Dream Team, Newey, Marshall, parce que pour moi c'était les deux points forts. Tu parles de la Dream Team, mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs, dont on ne connaît pas le nom, qui ont été pillés. Aussi. Par Mercedes, Ferrari, d'autres équipes, tout le mercato. Des ingénieurs qu'on ne voit pas et qui pourtant battent son plein dans l'ombre. Et c'est vraiment la guerre des talents. C'est très facile d'aller shipper des ingénieurs parce qu'ils habitent à côté et les salaires sont faibles. Et lorsque vous écrasez le championnat, forcément, c'est la tentation, c'est la rançon du succès. Et c'est ce qui fait aussi que les budgets plafonnés nivellent le niveau. Il n'y a pas que le fait que toutes les équipes ont le même budget, c'est que c'est aussi plus facile d'aller piquer les ingénieurs dans les autres équipes. Parce qu'ils sont tous payés 50 000, allez, j'exagère à peine, mais 50 000 livres par an, ce qui n'est rien du tout pour les ingénieurs de leur niveau qui ont tous des doctorats en aéro. Donc forcément, c'est la guerre des talents, elle fait vraiment rage. Et c'est une guerre des talents qui va d'ailleurs se livrer sur les moteurs aussi dans les années à venir. Donc il va être, en fait, il y aura des effets transvases, très clairs d'année en année. Voilà, maintenant ça ne joue pas chez Red Bull et c'est normal parce qu'ils sont ultra dominés, donc tout le monde veut les piller, donc c'est cyclique, de plus en plus cyclique aussi. Et oui, ça c'est sûr, de toute façon c'est clair et net, mais effectivement, et moi je parie toujours je garde toujours mon pari de 20 € sur Verstappen qui part chez Aston, parce que faut bien se rendre compte qu'en plus avec l'histoire de la clause de performance, Aston était prêt à mettre une offre, alors à ce qui paraît d'1 milliard sur la table pour faire venir Verstappen, donc ce qui est inclus dedans l'argent à payer à Red Bull pour supprimer les 3 ans de contrat qui lui restent. Sauf que ça, du coup, ça veut dire que si jamais la clause de performance est activée par Verstappen, Red Bull n'a plus rien à toucher de cet argent-là. Et Aston aura juste à payer un énorme salaire à Verstappen, parce que du coup, là, pour le faire venir, dans ces cas-là, ils peuvent aligner un fric que personne ne pourra concurrencer, tout simplement.
Alors moi je mettrais pas un billet sur Aston, je mettrais plutôt sur Mercedes, mais bon, quand je vois l'état actuel d'Aston Martin, ça donne pas du tout confiance non plus dans l'état Non. de l'ingénierie actuelle, même si Newey n'est arrivé qu'il y a un mois et demi environ, il est très loin d'avoir déployé son potentiel, mais quand même, le niveau, il est quand même bas. Et un pari à faire pour moi, c'est Mercedes et le moteur Mercedes pour 2026. Mais il faudrait que Toto Wolff veuille bien dégager Russell, hein, parce que quand je vois ce que fait Russell, moi je le ferais pas, hein, honnêtement. Moi je serais Toto Wolff, je garde Russell Antonelli. Ouais, moi aussi. Et faut pas oublier que. Même vous oubliez que Verstappen, c'est largement supérieur que Russell Antonelli. Voilà, Verstappen à lui tout seul, c'est plus que Hamilton aujourd'hui sur les réseaux sociaux, c'est une image commerciale qui est beaucoup plus grande, c'est tout ce que vous voulez. Russell, il est encore assez plat en termes de charisme, en termes de marketing. Antonelli, j'en parle même pas. Si Wolff peut avoir Verstappen l'an prochain, je vous garantis qu'il l'aura. Qu'il y en a un des deux qui parte. Et je pense que ce sera Russell qui partira. Franchement, ça me paraît très fou parce que je suis pas convaincu que Verstappen, dans une équipe dans laquelle il n'a pas son socle de soutien, qu'il n'a pas une voiture qui est conçue autour de lui, enfin même si la voiture n'est pas conçue pour lui, mais la voiture est conçue pour ses requêtes de pilotage qui sont très compliquées, et etc. Je suis pas convaincu que Verstappen présente un avantage sportif. Il en aura un, mais il sera pas énorme par rapport à celui de Russell. On voit que c'est quand même des pilotes qui sont très proches en performance. Et à côté de ça, je vois pas vraiment Aston Martin présenter une offre qui soit pas beaucoup plus avantageuse pour Verstappen. Et je vais enchaîner sur Newey, mais le fait qu'il n'ait pas travaillé sur la voiture 2025, ou en tout cas pas fait d'effet machin, faut pas oublier que la voiture était juste trop mauvaise pour qu'il veuille passer du temps dessus, parce que quand il est arrivé chez Red Bull en 2007, donc il est arrivé fin 2007 chez Red Bull, on lui a dit il y a la saison 2009 qui se prépare avec le nouveau règlement, mais ce serait bien que tu travailles sur la voiture 2008. Lui, il a regardé la voiture, il a dit franchement, je ne vais rien en faire, je ne bosse pas dessus, je fais tout sur 2009. Ils l'ont suivi. 2008, Red Bull est derrière Toro Rosso, elle est 9ème du championnat, et c'est une catastrophe. Et l'année suivante, ils sont en lutte pour les 2 titres mondiaux. Et je pense que Newey n'est pas du genre à aller. Si la voiture est vraiment le tréteau qu'elle semble être, enfin tréteau, j'exagère, mais en tout cas, elle est vraiment très mauvaise, et on voit que chaque week-end, plus ça va, moins ça progresse. En tout cas, ils sont vraiment de plus en plus dans le dur. Je suis pas sûr que Newey ait envie de dépenser des ressources, du temps et de l'énergie sur un truc qui de toute façon n'empêchera pas que leur saison soit nulle. On est d'accord. Et puis Aston va avoir sa nouvelle soufflerie qui est la meilleure de tout le plateau F1 selon les bruits, qui est opérationnelle au bon moment. Ils ont les meilleures infrastructures du monde. Sur le papier, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut. Sur le papier, encore une fois, c'est que le papier. Mais voilà, le projet est quand même aussi tentant. Le gros caillou pour Aston Martin, c'est le moteur Honda. Ça sera pas si mal, mais c'est voilà. L'ingénierie, pour moi, elle est pas du tout au niveau. Ça y est, Dan Fallows, qui a été mis au placard au mois de novembre, il est vraiment parti de chez Aston. Et croyez-moi que Dan Fallows, on le retrouvera très certainement dans une équipe de F1 dans pas trop longtemps, dans une annonce. Moi, je mettrais même une petite pièce sur Alpine, clairement, pour lui, parce que je pense qu'effectivement, il a tout à fait le profil pour aller mener Alpine derrière, superviser Sanchez et compagnie. Mais pour moi, le gros problème de cette équipe, c'est que ça fait 2 ans, depuis que Fallows est un peu en perte de vitesse, que cette équipe n'arrive pas à développer sa bagnole. Ils sont arrivés avec une copie conforme de la Red Bull. Ça a marché au début, mais comme il y avait 0 développement derrière qui fonctionnait, ils se sont écroulés. Et vous avez quand même une soufflerie derrière, vous avez comme des bureaux, vous avez comme des ingénieurs qui doivent travailler. Ça n'a rien donné, ça n'a fait que se casser la gueule au fur et à mesure. Donc je suis désolé, tout Newey qu'il est, c'est pas en 2026 que ça démarrera bien, d'autant plus que l'autre caillou dans la chaussure, c'est Ferrari, qui a bloqué et qui va bloquer jusqu'au dernier moment l'arrivée de Cardillet. C'est Cardillet qui devait superviser tout le programme châssis ingénierie de la voiture 2026, et il n'arrivera qu'en juillet au final. Donc, ça fait 2 énormes cailloux dans la chaussure, et quand on sait que Verstappen, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas le nom de l'équipe, c'est pas ça, c'est gagner. Qui a les meilleures chances, le potentiel de meilleures chances de gagner l'an prochain? C'est Mercedes. À partir de ce raisonnement-là, je vous dis qu'il y a beaucoup plus de chances que Verstappen signe chez Mercedes que chez Aston Martin. Ah oui, non, mais moi, mon problème, c'est Wolff, c'est Toto Wolff. Ah non, mais c'est pas un problème. Il la joue complètement différent. C'est-à-dire que l'année dernière, il était extrêmement vocal, extrêmement public, extrêmement dans les médias sur le fait que ça flirte et tout ça. Et là, dès qu'on lui parle de Verstappen, c'est on sait pas, on verra. Pour l'instant, on est content de ce qu'on a, mais pas plus que ça. Il a pas prolongé Russell, il y a rien de tout ça pour l'instant.
Et c'est volontaire. S'il se laisse les options ouvertes pour 2026, c'est volontaire. Sinon, s'il était si content de Russell, il l'aurait déjà prolongé. Ça me paraît fou. Mais moi, après, il y a peut-être un scénario aussi c'est pas impossible qu'il prolonge prochainement, Russell aussi. Hein. Ouais. Après, il y a peut-être un scénario où il ne signera pas tant que Verstappen ne sera pas fixé sur 2026. On dit ma main au feu. On dit que. Ah, c'est plus qu'une petite pièce là quand même. Ouais, non, moi je suis à 20 balles, moi je suis pas une main. Ah non, mais c'est ça. Bon, ma main gauche, hein, je vais quand même l'écrire, mais. Non, mais il ne va pas. Écrire moins d'articles prochainement. Russell n'a aucune autre alternative sympathique que Mercedes, donc il n'y a aucune raison pour Mercedes de le signer rapidement. Et si Mercedes signe Verstappen, on peut bien imaginer un échange avec Red Bull pour Russell. Parce que Red Bull, là, pour le coup, il serait vraiment totalement désemparé. Parce que là, pour le coup, ils n'auraient plus aucun grand nom. Ils ont refusé Sainz. Ils ne vont pas refuser un autre grand nom, Russell. Ils ne vont pas faire un duo Adjar-Tolosa. Abitbull va revenir, alors tu n'as plus de moteur, plus de pilote. Il va se faire inviter dans le paddock juste pour venir humilier Horner. En revanche, c'est une chance pour Adjar. Hein. Oui, non, c'est sûr. Mais c'est vrai que après, moi, je vois même pas Russell. Si jamais il se faisait dégager de Mercedes, je vois même pas aller chez Red Bull. Je vois plutôt tenter un truc genre Aston ou Cadillac ou je sais pas quoi. Mais Red Bull, je maintiens que avec les échos qu'il y a du moteur, vraiment, pour moi, ça joue fond de grille l'an prochain. Et je maintiens toujours mon prono sur Aston Martin top 4. Mais après, c'est pareil, s'ils ont un Alonso un peu vieillissant et un Stroll qui est Stroll, ça ira pas non plus. Oui, alors déjà, moi, quand je vois justement qu'on a Stroll qui reste là-bas, alors qu'ils ont une envie dingue de remporter des championnats et des victoires, je suis désolé, c'est pareil. Là aussi, c'est un autre caillou dans la chaussure là, pour le coup, qui s'inflige eux-mêmes, quoi. Au bout d'un moment, il va falloir aller s'opposer au grand patron, lui dire peut-être que c'est Newey qui pourra le faire, justement, en disant bon, Alonso, il est bien gentil. Est-ce que tu préfères avoir Lance Stroll dans la deuxième voiture et en échange des super ingénieurs, une super usine, du budget, etc. Moi, je préfère avoir Lance Stroll dans la voiture et avoir une usine et une équipe qui ne part pas en faillite que pas Lance Stroll dans la voiture et du scotch. Au bout d'un moment, Lance Stroll doit dégager. Oui, il va falloir de toute façon. Mais après, Yann a raison, si Red Bull manque de pilote, Perez est disponible. Hein, donc si jamais il peut... un petit duo Perez-Kiat, tu vois, je pense que les deux sont disponibles. Pourquoi pas hein. Non, mais c'est vrai que Red Bull, c'est un peu... On spécule énormément, mais ce passage-là de l'émission, il faudra qu'on le ressorte au moment opportun. Ce sera drôle. Tout ce qu'on va dire là sur les... Mais moi, attends, après j'aurais 20 balles à te filer si jamais, mais je pense pas. Toi, par contre, ça serait une main. Par contre, je vais pas te filer ma main. Hein. Bon. Non, mais je suis désolé. On trouvera une cheminée. Ah non, mais on la coupera en direct. Émission de fin d'année. Bon, j'ai réalisé un truc de fête, machin. J'ai fait une fausse main, on fera un truc un peu sympa. Les 20 euros de Manu. Ouais, ça voilà, les 20 euros de Manu payeront une main. Ça me paraît un peu plus safe quand même. Pérez, Ricardo, comme dit John Smith, effectivement, ça peut. Oui, Ricardo, faut l'oublier, les gens. Hein. Pérez aussi, faut l'oublier. Hein. Peut-être à part chez Cadillac, sinon Bottas, oublier, voilà, les gens, il faut faire le deuil de certains pilotes. Vous savez. Mais ils vont promouvoir Lindball chez Red Bull et le virer au bout de 3 courses. Toute ressemblance avec un scénario déjà vu dans le passé serait totalement le problème, c'est qu'en 2026, s'ils ont plus Verstappen, ils n'auront tellement pas de référence sur savoir qu'est-ce qui est merdique, la bagnole, le moteur ou les pilotes. Ou tout. Bah, si tout la reste, si, ils auront comme une référence. Mais bon, c'est pas gagné encore là-dessus. Hein. Non, il n'y a rien qui est gagné chez eux. Bref, on a vachement divagué, mais bon, il fallait bien le faire. Il faut. On est aussi là pour ça, l'émission sert aussi à ça. Et puis c'est bien, ça a animé le chat aussi. Voilà, donc. Mais oui, non, puis c'est bien, c'est important, parce que c'est vrai que c'est, on spécule pas trop sur le site, parce que pour des raisons, là je fais un peu la parenthèse coulisses, mais sur le site on spécule quand il y a un minimum de véracité et de sources, voilà. Parce que, et on spécule rarement, finalement, c'est souvent des rumeurs qui se vérifient. On est quand même très souvent, on a rarement colporté des rumeurs qui ne sont pas vérifiées derrière. Bon, là, on peut se permettre dans l'émission, c'est pas, au pire, les gens oublieront. Si jamais on veut se utiliser, nous, on le ressortira. C'est comme nos pronos, super pronos. Ça. Le jour où Verstappen signera chez McLaren, parce que Norris sera parti, on ressortira nos trucs pour dire qu'on a tous les deux fait des cons, tu vois. Non, mais, oui. mais dans l'émission prochaine, la semaine prochaine, on fait l'inverse. Tu spécules sur Mercedes Verstappen et moi Aston Verstappen. Et on ressortira les bons extraits au bon moment. On
enregistre 10 capsules différentes. T'as raison. C'est ça. Je pense que Verstappen va aller chez Audi parce que et on ressort les bonnes capsules à chaque fois. C'est ça. On doit pouvoir dire qu'on l'avait prédit à tout moment. Par contre, je crois qu'on n'a jamais prédit qu'Alpine ferait un top 10 à Bahreïn, donc ça c'est un peu dommage, mais je fais une transition. Puisqu'Alpine, effectivement, a fait un super week-end après trois week-ends compliqués et 0 points jusque-là. Pierre Gasly termine 7ème. Jack Doohan 15ème, malheureusement après une fin de course très compliquée, mais il avait fait une belle course jusque-là. L'équipe reste 10ème au championnat, à égalité avec Sauber désormais avec 6 points. Pierre Gasly était alors paradoxalement extrêmement déçu de sa 7ème place parce qu'il se fait dépasser par Max Verstappen dans le dernier tour avec un dépassement ma foi imparable. Et puis ça a valu à Ocon de révéler qu'ils avaient discuté tous les deux du fait qu'ils s'étaient bien fait avoir par Verstappen et qu'ils n'avaient pas vraiment l'opportunité de résister quand il avait décidé d'attaquer. Toujours est-il que Alpine a montré un énorme rythme sur un tour puisque Gasly se qualifie 5ème et a été promu 4ème après la pénalité d'Antonelli. Et globalement, il fait toute la course dans le top 8 ou presque, avec un très très bon rythme. Et puis Jack Doohan, lui, s'est qualifié 11ème, il a raté la Q3 pour 17 millième, et il a réussi à faire la course dans le top 10 jusqu'à malheureusement que ses pneus durs soient totalement dépassés face au pilote qui avait mis des pneus tendres pendant la voiture de sécurité. Il s'est fait dépasser, il a perdu 4 places avant de se faire pénaliser en fin de course. Donc dommage, mais un week-end enfin positif pour Alpine qui retrouve un peu des couleurs et qui peut-être va pouvoir jouer maintenant des top 10 de temps en temps, ce qui n'était pas le cas jusque-là. Franck ou Alex. Je peux commencer. Allez, vas-y, Franck. Alex a commencé sur Ferrari Red Bull, donc je vais commencer sur Alpine. En plus, Alex est un grand fan d'Alpine, donc il va pouvoir un peu se réjouir un peu plus longtemps. Non, mais en fait, on avait vu pendant les essais hivernaux que l'Alpine, elle marchait quand même pas trop mal à Bahreïn. On s'était dit ça y est, Alpine a peut-être trouvé quelque chose cette année, en tout cas poursuit sur la bonne remontée de l'année précédente. Et ça s'est confirmé effectivement ce week-end avec, comme tu as dit, très bonne performance sur un tour. Très bon rythme de course aussi, puisque ça maintient quand même Verstappen pour un bon bout de temps derrière. Bon, je pense qu'après, en termes d'avantage climatique sur la fin de course, effectivement, c'est un peu là-dessus que Pierre se fait avoir par Verstappen. Mais ouais, la voiture est extrêmement bien. Par contre, et comme tu as dit, Jack Doohan aussi était vraiment aussi dans le bon rythme de course de Pierre, hein, d'ailleurs, pendant une grande partie de la course, avant effectivement de décrocher sur. Bon, il y a le safety car aussi qui a pas aidé sur la fin de course, mais ça a beaucoup plu quand même à Oliver Hawks et même à Briatore, parce qu'il se dit que voilà. Jack aurait gagné un peu son ticket au moins jusqu'à l'été, donc ça aussi ça peut-être enlève un peu de pression aussi sur ses épaules, donc super course effectivement, mais je veux quand même voilà parce que je lance maintenant, mais on en parlera après l'intervention d'Alex, mais quand même un bon gros tacle envoyé à Viry et par Pierre jeudi et par Briatore aussi après dans une interview en cours de week-end sur le fait que le moteur Renault est un vrai handicap maintenant, et d'ailleurs même Carlos Sainz a dit vous mettez un moteur Ferrari ou un moteur Mercedes dans l'Alpine, ça joue la première ligne quoi. Donc voilà, je crois que là on y est vraiment sur le fait que voilà, comme on est maintenant sur du 2-3 dixièmes qui est à peu près le handicap supposé du moteur Renault par rapport à ses chevaux qui manquent, on est à peu près là sur le peloton que c'est tellement resserré, à se dire qu'Alpine fait quand même une super perf avec un moteur qui vaut 2-3 dixièmes de moins sur un tour quoi. Donc voilà, c'était un peu pour moi le point négatif un peu de ce week-end, c'est un peu les propos assez durs envers les ingénieurs de Viry. On sait qu'il y en a certains qui nous suivent autant sur le site que sur Twitch aussi, donc bon, malheureusement, ils savent très bien que leur aventure est terminée, puisque voilà, il n'y a plus que de l'assemblage et de la maintenance de moteur qui se fait. Mais voilà, c'est un peu décevant voilà, de ce côté-là, parce que du reste, le week-end a été vraiment sympa pour Alpine, qui débloque enfin son compteur de points. Du coup, on a comme toutes les équipes qui ont marqué des points au bout de 4 courses, ce qui est quand même assez cool pour ce championnat. Et effectivement, petite erreur de ma part, ils sont 9e puisque le meilleur résultat après la 7e place, c'est une 11e place pour Gasly. Là où c'est une 16e, je crois, pour Sauber, donc ou 15e. Donc effectivement, ils sont 9e au championnat à égalité avec Sauber, et Sauber est 10e. Alex, oui. Je crois qu'il fait. Ah oui, non. Non, mais super perf d'Alpine. Non, mais je suis content. On a toujours dit qu'ici, que Briatore était l'homme qu'il fallait. On lui souhaite un joyeux anniversaire d'ailleurs. 75 ans, ouais, c'est un beau.
Stone. Non, mais alors, est-ce que c'est le circuit ou pas? On sait que Gasly a toujours très très bien performé à Bahreïn et que l'Alpine était très bonne aussi aux essais hivernaux, donc ça rend plutôt optimiste. Après, effectivement, la déconfiture de Suzuka, on a des performances, on a des écarts tellement serrés qu'il suffit de très peu pour faire varier les performances. Moi, je voudrais quand même aussi souligner la réussite stratégique d'Alpine. Pour le coup, là, sur le plan opérationnel et stratégique, ils ont été parfaits. C'était pas le cas au précédent Grand Prix, mais là, c'était parfait. Ils ont arrêté Gasly de manière agressive. Et l'undercut était très puissant, donc c'était de bon choix. Douane aussi, même s'il a été plus malchanceux par la suite. Donc voilà, et puis Gasly, quand même, il fait une qualif vraiment énorme. Hein, et il est pas loin de partir. Enfin, il est parti devant Antonelli, mais en fait, il finit à 3 millièmes de lui au chrono. Et même pas un dixième de Leclerc. Donc c'est vraiment une qualif énorme de Gasly, à voir si effectivement ça pourra se reconfirmer, parce que c'est ce qu'on attend de voir, alors qu'on avait dit les deux dernières courses, ça avait été très compliqué pour Alpine, notamment parce que l'équipe avait dû changer son aileron arrière suite aux restrictions plus fortes du règlement imposé par la FIA. Donc c'est un super Grand Prix pour Alpine. Malheureusement, ils ont raté les occasions lors des deux premiers Grands Prix où il y avait des points à prendre, puisque Melbourne avait été une course chaotique et puisque les Ferrari avaient été disqualifiés en Chine. Et donc après cette super perf, il marque 6 points. C'est autant que Hülkenberg à Melbourne. Donc c'est ça qui est plutôt décevant. Voilà. En tout cas, ça redonne du bon au cœur. Je pense voilà, c'est quand même réjouissant pour Alpine, qui retrouve un peu d'espoir. Et voilà, encore une fois, coup de chapeau à Gasly. Alors Douane qui sauve sa peau, moi je veux bien, mais moi je le trouve toujours un ton en dessous quand même de Gasly, et je pense que je continue à penser qu'il y a mieux sur le marché, et pas très loin d'ailleurs, sur les stands d'Alpine. Moi surtout ce qui m'interroge, c'est du coup si vraiment il lui laisse sa chance quasiment une moitié de saison au moins, c'est pourquoi avoir claqué 20 millions dans un pilote qui va s'y répandre, en gros, c'est ça l'idée. Parce que après je veux bien, ou alors ils ont déjà d'autres projets pour Colapinto qui va peut-être être promu à la place de Lawson chez Racing Bulls ou je sais pas quoi, mais sinon non, plus sérieusement, je vois pas, c'est vrai que ils ont tellement, en plus il y a eu tellement de com autour de lui et tout ça. Alors après, est-ce qu'ils attendent juste la fin de saison pour être sûr de faire la tournée nord-américaine et Brésil avec lui, je sais pas, mais ça reste des rumeurs, hein, attention. C'est pas quelque chose d'officiel. Hein. C'est juste qu'il se dit qu'effectivement dans le paddock, il y a eu un peu de pression enlevée en douane. Il se dit qu'il aurait été au moins conforté jusqu'à l'été et pas jusqu'à Imola. Donc voilà, ça reste des rumeurs. Soyez pas surpris si vous voyez Colapinto à Miami, ça pourrait arriver aussi. Hein. Alors moi Vas-y. Non, ça ne veut pas dire plus que ça. Voilà, moi, je dis ça pour mes propres intérêts, parce que j'ai parié sur le fait que Colapinto serait là à Miami, mais faut que j'arrête de parier, c'est tout. Tu veux 20 balles aussi? Non, c'était juste un pari en l'air, que ça. Je mets pas 20 balles à chaque fois, j'ai une idée à la con, mais le truc c'est que effectivement, moi je suis quand même plutôt agréablement surpris par Douane, parce qu'au-delà de ses erreurs quand même quelquefois, je trouve qu'en termes de chrono et de gestion de course, il est pas mauvais, parce que j'avais très peur justement à Abu Dhabi l'an dernier, où il arrive, en même temps il arrive au dernier moment, il n'a pas le temps de se préparer, et il prend 8 dixièmes en moyenne en course par Gasly. Et là je m'étais dit, putain, s'il prend vraiment ça en prochain, ça va être compliqué. Là il est pas mauvais, hein. C'est vrai qu'il est pas au niveau de Gasly, mais en même temps Gasly est quand même un excellent pilote, et l'an dernier c'est sûr, quand ils avaient Gasly Ocon, c'était plus homogène, mais je suis pas sûr que Colapinto ferait beaucoup mieux, et il casserait pas forcément moins de voitures. Donc au final, je sais pas si effectivement il y aurait d'autres intérêts que juste purement mercantile pour Alpine de le changer au moins tout de suite. Après, à voir comment Douane va évoluer. C'est vrai qu'il faut voir aussi s'il va vite stagner, un peu comme on l'a vu chez certains pilotes auparavant, ou s'il va pouvoir continuer à progresser rapidement. Pareil que Colapinto a dit, je passe des RS ouverts à fond, virage 1, 2 et 3, et les S à Suzuka. Bon. Personne lui a rien dit d'ailleurs. Ça a convaincu Flavio apparemment. Donc... il a dit, je suis sûr que lui, il n'aurait pas perdu la voiture. Mais... Après, il a pas dit qu'il la ramène en un seul morceau. Oui. Ça, on a vu l'an dernier qu'il ramène pas toutes les voitures en un seul morceau, Colapinto. C'est ça. Un peu plus que Sargent, mais bon. C'était pas une référence non plus. Tout le monde l'a oublié déjà, Logan. Le pauvre. C'est vrai qu'on pense presque plus à Latifi qu'à lui quand on pense aux pilotes qui ont un peu souffert dans le passé récent. Voilà, pour Alpine en tout cas, c'est un peu encourageant, et ça fait un peu ça permet aussi d'oublier les 3 premiers week-ends qui étaient quand même vraiment pas fameux. Maintenant, à voir à Jeddah, ça risque d'être un peu plus compliqué parce qu'on revient sur des circuits avec des virages rapides et du moteur, et
Si c'est un peu comme Suzuka ou Melbourne, on a vu que c'était pas terrible au niveau de l'A525. On va passer chez As. Alors As, il y a clairement eu 2 week-ends. Il y a eu un week-end qui s'est arrêté samedi soir où Esteban Ocon était 14e avec une voiture froissée et Oliver Berman était 20e. Et puis il y a eu un week-end qui a débuté dimanche matin où apparemment d'après Esteban Ocon, Ayao Komatsu était très enthousiaste et très optimiste alors que tout le monde faisait un peu la tête dans l'équipe. Komatsu était là, non mais vous en faites pas, ça va très bien se passer, on va faire une très belle course. Et effectivement, le patron a parlé et a eu raison puisque Ocon termine 8e, Oliver Berman termine 10e. Du coup ça fait encore 5 points de plus pour As qui prend la 5e place au championnat des constructeurs. Alors ça c'est pas quelque chose qu'on a forcément vu après l'Australie. Voilà. Alors pour le coup j'aurais mis ma main après l'Australie qui serait T'as bien fait de ne pas parier. Non, moi le premier, c'était tellement. Mais ta tête à ce niveau-là. J'étais sûr de pouvoir parier quelque chose. T'aurais dû tenir le site avec 2 manches. non, mais c'est vrai que c'était effectivement improbable. Et même samedi soir, c'était improbable de les voir faire des bons résultats. L'undercut d'Ocon a tout défini. L'undercut d'Ocon a été monstrueux. Stratégie. La stratégie c'est était. Peut-être là le fait de partir plus loin qui les a amenés à prendre des risques, on ne sait pas, mais voilà. Mais ils ont pris des risques, mais super calculés départ parce aussi. que il prend un bon départ et surtout l'undercut, la première arrêt se fait pile au bon moment, c'est-à-dire qu'il est encore il commence tout juste à perdre un peu en performance et directement la voiture est très performante en plus avec les deuxièmes trains de pneus. Et lui, Berman, à l'inverse, c'est plutôt sur le timing de la safety car qu'il a été chanceux. Donc effectivement, des petits coups de boost de la stratégie, mais qui étaient quand même un peu calculés de la part de As, et au moins pour Ocon en tout cas, parce que c'était un peu l'idée en partant de loin, et un très bon rythme globalement. Ça a tenu la Red Bull du côté d'Ocon de Verstappen pendant 10-12 tours, je crois. Il ne faut pas oublier juste que, pour ce qui expliquait aussi l'optimisme de Komatsu, c'est qu'ils ont fait 3 jours de roulage en essais hivernaux que des relais de course. Ils n'ont pas cherché la performance. Donc les pneus, ils les connaissaient par cœur. Et en journée en plus, en partie en journée, là où la dégradation était. Ils savaient vraiment où et quand changer les pneus. Donc ça aussi, ça les a sauvés, je pense. Ouais. Et ça fait déjà 2 années que ça les aide quand même vachement bien de faire ce programme-là à Bahreïn, quoi qu'il arrive. Et ça, c'est aussi les bonnes idées de Ayao Komatsu. Donc bravo à lui. Mais effectivement, il n'y a pas grand-chose à dire. Alors Ocon fait une erreur en qualif et puis casse la voiture. Donc ça c'était un petit peu, c'est pas de bol, il sort un peu large, il prend le vibreur, il perd complètement la voiture, mais effectivement, moi je suis assez impressionné par cette équipe As qui est très discrète je trouve dans le peloton, parce que les résultats sont un peu en dents de scie, il y a pas trop ça fait pas de vagues, Ocon est encore en train de s'adapter, Berman est en tout début de sa carrière, donc on est vraiment sur une équipe qui a beaucoup de choses à mettre en place, mais ça fonctionne. Juste un petit bémol comme sur Ocon sur ce vibreur là, parce que tout le monde sait que ce vibreur il déstabilise énormément parce que les voitures elles sortent en plein appui et tout. Le vibreur est quand même assez costaud au niveau des petites marches. Oui. En général, quand on se loupe là, on n'a pas tendance à mettre trop de gaz sur le vibreur. Bon là, effectivement, il était en qualif, il fallait qu'il tente, mais je pense qu'il faut bien que les pilotes comprennent, et il y en a beaucoup qui l'ont compris, qu'il ne faut pas du tout accélérer sur ce vibreur là parce qu'il a vraiment tendance à vous renvoyer là où il ne faut pas, quoi. Et moi, je voudrais dire un mot. On a Laura Muller, qui est ingénieure de course d'Ocon, et Karine Kredlich, pardon si je prononce mal, qui est la responsable de la stratégie chez As. Donc, on a 2 femmes qui ont donné un petit peu la leçon au peloton. Ouais, aussi. Et comme c'est le cas déjà chez Red Bull, notamment, et un petit peu chez Mercedes aussi. Hein. C'est vrai que, notamment au niveau des postes de responsable stratégie, il y a beaucoup de femmes. Et c'est bien de le voir. Et il faut que ça continue. Et puis, c'est vrai que Laura Muller, qui est quand même la première femme ingénieure de course d'un pilote en Formule 1. Karine Kredlich, qui n'est pas française, je crois, mais qui est diplômée d'une école d'ingénieurs française, on peut le dire aussi. Cocorico. Beaucoup de cocorico dans le paddock. Bah oui, c'est très bien. C'est très bien. Mais oui, après Ocon, en fait, de ce que j'ai compris, c'est que quand il sort un peu large du virage 1, il coupe un peu le virage 2, et en fait, il s'est fait renvoyer sur le vibreur, et je pense que il n'a pas dû voir que la voiture allait à ce point-là à rebondir sur le vibreur. Et bon, après, Hülkenberg a dit qu'il a failli faire la même erreur quand il a vu qu'Ocon avait tapé à cet endroit-là. Mais il faut soulager quand vous êtes en renvoyé sur ce vibreur-là, il faut absolument soulager parce que c'est l'erreur vraiment à pas faire, c'est de vouloir se dire ça va passer et non, ça c'est sûr, ouais. Ça peut que causer des dégâts assez. Alors, sur le coup, en plus, on a cru qu'il avait vraiment tapé très fort. Bon, ça n'était pas vraiment, mais c'est vrai que c'est quand même l'endroit à Bahreïn où il faut pas trop jouer, quoi. Parce que le vibreur est quand même très très hard. Dans son malheur, il a eu de la chance parce qu'effectivement le choc est pas très fort. Alors, en plus, c'est vrai que relativement par rapport à celui de Douane la semaine dernière, il a paru vraiment très soft. Mais il tape quand même de l'arrière. Et moi, j'avais peur que la boîte de vitesse est prise et puis qu'il y ait des changements plus importants à faire au niveau de la voiture. Il n'y a plus de pédales maintenant pour les boîtes de vitesse. Ouais, je sais bien. Non, mais après c'est juste que quand tu remontes une voiture à ce point-là, je sais pas s'ils l'ont changé, mais je crois pas.
Mais quand tu remontes une voiture à ce point-là, des fois tu as une voiture qui est quand même beaucoup plus compliquée à conduire parce qu'elle est forcément moins bien réglée, etc. Donc voilà, mais bon, finalement, ça a été plutôt bien géré de la part de Haas. Très très bon résultat. Et puis, effectivement, moi, aller voir 5e au championnat, j'avoue que je suis toujours un peu surpris. En voyant ça hier soir, je m'y attendais pas. Et Ocon est toujours dans le top 10 pilote, donc je crois. Donc bien à lui. On va passer à Williams. 9e. Ouais, 9e, c'est ça. 10e, c'est Stroll. C'est le meilleur pilote Aston Martin, on y reviendra. Alonso a 0 point encore. Hein. Moi, si doit en garder un seul. En même temps, Alonso va dire c'est normal, c'est le meilleur coéquipier que j'ai jamais eu. Il va peut-être devenir le premier coéquipier à battre Alonso sur une saison. Depuis Minardi, oui, comment il s'appelait déjà le coéquipier d'Alonso en 2000. C'est Tarso Marquez. Tarso Marquez, oui, voilà, c'est ça. Ben voilà. Lance Stroll is the new Tarso Marquez. Mais on ne se souvient de Tarso Marquez que parce qu'il a été l'équipier d'Alonso. Oui, c'est vrai qu'il n'a pas eu énormément d'autres faits d'armes. C'est ça. On va passer chez Williams. Williams, alors, premier week-end 100 points pour Williams cette année, avec la 12e place d'Alex Albon et l'abandon de Carlos Sainz. L'équipe est 6e au championnat. Je sais même pas par où commencer parce que ça a été un week-end un peu confus pour eux. Albon était un petit peu en retrait, un petit peu. Ils avaient un adversaire clairement, c'était la FIA ce week-end. Ouais, voilà, c'est ça. Mais on y reviendra après. Je veux vraiment mettre à part. C'est la FIA qui a gagné. 1-0, 2-0. Non, 1-0. Mais je veux vraiment les mettre à part parce que tout ce qui s'est passé avec la FIA, on en parlera après. Mais effectivement, Williams Albon sa qualification a été compromise par une erreur de la FIA puisqu'il s'est fait éliminer en Q1. Carlos Sainz est allé jusqu'en Q3, meilleur qualif de l'année. Pour autant, sa course a été extrêmement brouillonne. Il s'est pas mal accroché, c'était pas mal confus. Et finalement, il termine avec une pénalité et une voiture abîmée sur le ponton et donc un abandon. Et puis la voiture manquait un peu de performance par rapport au week-end d'avant. C'est la première fois qu'ils se sont retrouvés à devoir lutter un peu pour trouver la performance qui leur permettait d'être peut-être dans le peloton. C'est le pire week-end de Williams, mais le meilleur de Sainz. C'est comme ça que je résume. Sainz avait signé un super chrono des essais privés, c'est d'ailleurs le meilleur chrono. C'était d'ailleurs même plus rapide que le chrono de la pole qu'on a vu d'ailleurs ce week-end. Hein. Williams c'était en 1,29 et des poussières et là on était en 1,30. Il y avait quand même une bonne seconde. Hein. On était moins vite cette année que l'année. Ah oui, on était moins vite cette année que l'année dernière. Donc pour la pole, donc non, c'est. Ouais, la Williams ça avait été plus vite. Oui, c'est normal parce que après en début d'année il fait toujours plus frais, donc. Oui, il faisait plus frais. Voilà. Comme quoi, voilà. Ouais. La chaleur joue énormément. Ou la fraîcheur, hein, pour le coup. Ouais. Donc, Williams, voilà, mais il faut bien aussi des week-ends sans. Hein. Ils peuvent pas être plus tout le temps. On sait que le milieu de peloton est extrêmement serré. Ce week-end-là, c'est plutôt Alpine en perf pur et As, effectivement, rythme de course aussi qui a fait le bon jeu. Et du coup, Williams s'était un peu éjecté parce que il n'y a pas énormément de place qui reste dans le top 10 pour marquer des points ensuite derrière quand toutes les voitures sont devant. Et vu qu'on a aussi maintenant une Red Bull qui est rentrée dans les points. Ça nous fait maintenant 8 voitures des 4 top teams qui rentrent dans les points. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué pour les autres. La bonne nouvelle pour Williams, c'est que si un mauvais week-end, c'est une 12e place, ça veut quand même dire qu'il y a toujours du potentiel pour viser le top 10 chaque week-end. Et ça, c'est quand même vraiment le gros enseignement. Parce que c'est vrai que jusque-là, on les avait vus plutôt surfer sur des bonnes performances et Albon pour tirer parti à chaque fois. Maintenant, c'est vrai que Sainz, alors très bon au niveau de la performance, ça rassure un peu. Mais je le trouve quand même un peu. Je sais pas, il est pas à l'aise. Enfin, j'ai l'impression qu'il est un peu. Il a toujours son problème d'en faire trop, il essaye trop. Et je pense que. J'ai l'impression que même si c'est son meilleur week-end, c'est pas un bon week-end de la part de Sainz, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est un peu limite, quoi. Il était brouillon. Il était brouillon et sale un peu. Hein. Voilà. Ok. Non, mais ça me va. Je tire un constat similaire. Donc, Non, mais je vois pas quoi dire de plus. J'allais dire la même chose. Brouillon et sale en piste aussi. Donc, ouais. Et en termes de performance pure, il était quand même vraiment meilleur qu'avant. Oui, clairement. Ça, voilà. Après, c'est un week-end où effectivement, il a pu faire aussi un jour et demi d'essai avec cette voiture en essai hivernaux. Donc à voir maintenant si la tendance ne pas de plus se renverser à partir des prochains Grands Prix. Sinon, on pourra effectivement dire que pour le coup, Sainz a été pu être devant Albon parce qu'il connaissait un peu mieux le circuit et la Williams sur ce circuit. Comme quoi, ça serait vraiment aussi une question d'adaptation et d'intégration, ce qui validerait du coup la théorie de James Wolf. Voilà. Donc,
pour le coup, qu'il soit devant Albon, c'est presque rassurant, on va dire, sur un circuit où il a pu rouler un peu plus que sur d'autres circuits. Et d'avoir du coup une base de réglage un peu plus claire, on va dire. C'est vrai. Voilà. Mais effectivement, il aurait peut-être pas été devant Albon si Albon avait eu la chance de courir la Q2, puisqu'il la méritait, puisqu'il a un pilote devant lui a bouffé les limites de piste et donc aurait dû perdre son chrono. Mais la FIA, dans sa grande réactivité, ne l'a vu que 45 minutes plus tard. Et a donc Comment ? C'était le Hülkenberg, pour le coup. Oui. La personne qui aurait pas dû passer en Q2. Et la FIA a quand même décidé de pénaliser Hülkenberg. Alors, ils l'ont remis 16e. J'ai même pas compris pourquoi il tombe 16e. En fait, je sais pas si c'est une 3 places. Ah, c'est 3 places. Ok, je savais pas si c'était ça ou si c'est juste qu'il avait mis en équivalence d'élimination Q1. J'avais pas compris. Voilà. Et puis du coup, par contre, alors il y a eu ça. Donc déjà, ça veut dire qu'ils acceptent le fait qu'ils aient pas pénalisé un pilote qui aurait dû l'être, mais du coup, ils n'ont aucun problème et aucun commentaire sur le fait que ça a empêché l'arrivée en Q2 d'un pilote. Et en plus de ça, pour un autre pilote qui a bouffé les limites de piste en l'entame de son tour, en l'occurrence Max Verstappen, là on n'a même pas eu d'enquête ou de vérification ou de commentaire de la FIA. Si, il y a eu une explication pour Verstappen. J'ai pas vu. Ça a été donné après coup, j'ai oublié de t'en parler. Non, c'était bien validé parce qu'il y avait eu un tour en fait, son tour de rapide a été, il a avorté le tour rapide. Okay. Ensuite, il y a eu le tour Roland, donc en fait, ça pouvait pas être cumulé. Voilà. Donc c'est pour ça effectivement que son temps est resté. Et c'est vrai que sur le coup, ça avait un peu surpris. Oui. Donc non, il y a eu une explication pour ça. Et Hülkenberg, quand je dis 3 places, c'est l'équivalent de 3 places, qu'en fait, c'est comme ils ont fait sauter son chrono. Ah oui, d'accord, ok. C'est comme ça qu'il retombe à 16e place. Donc ça fait 3 places, effectivement, mais c'est pas. Ils n'ont pas mis 3 places. C'est juste parce que son chrono a été supprimé et du coup, ça l'a fait tomber à la 16e place. Bon, voilà, c'était le hasard qui a fait qu'il est retombé dans la zone de la Q1, quoi. Mais voilà. C'est, la FIA, encore une fois, qui était encore un peu. Ah là là. Aux abonnés absents sur la surveillance alors ça aurait pu être pire sur les limites de piste parce qu'on a vu quand même pas mal de strikes et tout. Je m'attendais à ce qu'on ait un post-course avec des limites de piste non vues pendant la course et qui arrivent après coup. Bon, finalement c'est pas arrivé. Je pense qu'ils se sont dit qu'après la connerie des qualifs, ils en refaisaient une là-dessus sur la course. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a quand même pas mal de pilotes avec des drapeaux, c'est quoi, c'est noir et blanc, c'est ça? Voilà, quand on arrive aux 3 strikes avant les 5 secondes de pénalité. Donc effectivement, il y a eu ça, plus et Williams du coup le dimanche, puisque ils ont cru bon de dire que Sainz ayant abandonné, il avait pas purgé sa pénalité de 10 secondes qu'il avait eu juste avant pour un incident en piste. Sauf que si, il l'avait bien servi au tour d'avant, il s'était arrêté juste pour purger sa pénalité de 10 secondes, il a refait un tour et il a abandonné. Mais sauf qu'il l'avait pas vu. Donc la FIA a mis un communiqué, Eratum en gros, de son premier communiqué en disant non, en fait c'est bon, il n'y a pas de pénalité. Donc voilà, bon, quand même dire que Eratum, ça va, on l'accepte entre guillemets, bon, ça veut quand même dire qu'ils avaient encore les yeux pas en face des trous pendant la course. Mais bon, c'est comme Williams qui quand même veut un rapport détaillé sur ce qui s'est passé en qualif, parce que c'est quand même pas normal que 45 minutes après, c'est-à-dire quasiment quand la Q3 démarre, qu'on a le résultat de la Q1, quoi. Donc c'est. C'était Albon, hein. Imaginons si c'était Norris ou. Oui, c'est ça le problème. Verstappen qui était en danger, qui est même une incertitude sur Verstappen. Enfin voilà, c'est. Ouais, ça joue sur la pole. Bon après sur la pole, c'est moins grave qu'en fait quand tu joues sur la pole, t'es sur Q3. Donc au pire, tu juges le truc 45 minutes après, tu réattribues la pole. Ouais, mais si par exemple c'est un pilote qui fait une première ligne et qui aurait pas dû passer ou je sais pas quoi, tu vois, ça peut. Ouais. L'idée c'est passage Q2 Q3 qui peut être quand même beaucoup plus problématique. Moi ce qui me pose problème dans tout ça, c'est qu'en fait le fait qu'il le regarde 45 minutes plus tard, c'est sûrement quelqu'un a vu quelque part à la FIA, de type réseaux sociaux ou quoi, qu'il y avait un souci avec le tour du Hülkenberg. C'est Williams qui l'a signalé. Ah, c'est Williams qui a signalé, d'accord. Donc ça veut dire qu'en fait, dans tous les cas, ça veut dire que la FIA n'est même pas capable de voir. Alors je rappelle que la FIA en 2021, après le fiasco d'Abu Dhabi, sur lequel on ne reviendra pas, mais que vous connaissez tous, ils ont décidé de mettre en place. Abu Dhabi 2021, il fallait quand même qu'on le dise. Hein. Ah mais c'est le point de douille de cette émission. Et donc du coup, ils ont mis en place une direction de course à distance, qui est un contrôle de course en fait, qui est censé aider la direction de course en ayant les yeux partout. Sauf que depuis qu'il y a cette direction de course, je trouve que en fait, ils n'ont pas les yeux partout, ils n'ont pas les yeux plus partout qu'ailleurs, et en fait, il y a toujours des trucs qui leur passent sous le nez. Et à force de virer des gens. C'était mon point suivant, effectivement, puisque c'est vrai que j'ai mis la FIA des rails dans le sous-titre, mais en fait, il n'y a pas que la FIA, il y a aussi son directeur qui, et puis son hiérarchie qui est globalement problématique quand même. Puisqu'on va pas comme parler de l'affaire des Vélis aussi, quand même.
Oui, bien sûr, non, mais bien sûr. Et donc, du coup, effectivement, ça me pose problème quand même que la FIA ne soit pas capable de voir elle-même avec une armée normalement de commissaires qui scrutent, qui ont toutes les caméras de CCTV, donc les caméras de sécurité, etc. Normalement, ils sont censés tout voir et ils doivent avoir des gens dans cette salle de contrôle qui sont postés et qui regardent un virage. Alors, bah, effectivement, c'est peut-être le métier qui est un peu. Voilà, je sais pas si ces gens-là se déconcentrent, mais comment ça marche pour qu'ils n'arrivent pas à voir ce qui se passe sur le circuit. Et effectivement, ça a été un petit peu le fiasco, enfin pas le fiasco, le festival de la FIA, puisque donc Mohamed Ben Sulayem, déjà, il y a eu encore un départ lié à lui, c'est Robert Reid, donc un des vice-présidents de la FIA, ancien copilote de Richard Burns en rallye, qui est parti, qui a démissionné de son poste en expliquant que ses valeurs ne s'alignaient plus du tout avec celles de la FIA. Donc c'est la 9e démission d'un cadre de la FIA, je crois. C'est un truc comme ça. Oh, c'est Alex qui tient les comptes. Alex, donne-nous des chiffres. C'est un job à plein temps. Hein. Ah bah, avec les budgets capés et les démissions de la FIA. On a eu Robert Reid, vice-président du sport, Neil Wittich, directeur de course, Paolo Bassari, responsable de la conformité, Steve Nielsen, le directeur sportif, Déborah Mayer, responsable de la commission, Tim Goss, ancien directeur technique, Nathalie Robin, directrice générale, Luke Skipper, le directeur des communications, et Jacob Bansgaard, secrétaire général de la mobilité. On en oublie sûrement et on salue ceux qui sont encore là. Alors, il faut savoir que la FIA a un contrôle de course pour surveiller les limites de piste. Nous, on a Alex qui a son propre contrôle de course pour surveiller la FIA, en fait. Parce qu'il est obligé de vérifier. Il a le contrôle du contrôle de course. C'est ça, chaque semaine, il voit des départs. Non, mais voilà, effectivement, tu as très bien résumé le problème à la FIA, l'espèce d'hémorragie de cadre, parce qu'en fait, ce sont des gens qui, à chaque fois, ont eu maille à partir avec Mohamed Ben Sulayem, plus ou moins directement et plus ou moins publiquement, et qui ont quitté la fédération. Le problème, c'est effectivement, qu'est-ce qui reste de cette FIA déjà dans son aspect opérationnel et fonctionnel, et qu'est-ce que ça veut dire pour le mandat de Ben Sulayem, mais aussi pour la suite du contrôle et de la direction de la FIA, puisque c'est bien d'avoir un président qui est très vocal, très public et tout ça, et puis qui dit que tout va bien, mais le fait est que ce n'est pas le cas, et que c'est quand même l'organe à la fois propriétaire et à la fois réglementaire, et puis à la directeur, entre guillemets, de la Formule 1, et que c'est quand même... c'est pas une menace directe, mais c'est quand même quelque chose qui peut empêcher le sport auto de tourner en rond à un moment ou à un autre. Donc c'est un peu le gros problème avec la FIA actuellement. Et puis Franck, je te laisse parler effectivement de ce sujet, de ce non-sujet que sont les V10, mais qui est devenu un sujet grâce à Mohamed Ben Sulayem. C'est ça, l'idée de Ben Sulayem, puisque plus personne n'en parlait, plus personne n'osait espérer un jour. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes sur le site, beaucoup de jeunes dans le chat qui n'ont pas connu cette merveilleuse ère de la F1 avec les V8 et les V10 Atmo. Donc, alors il y a eu V12, V10, V8 à peu près, pour schématiser grosso modo, même si il y a eu des empiètements des uns avec les autres, notamment sur la période 94-95. Mais voilà, Mohamed Ben Sulayem comme ça qui nous relance pendant l'hiver, d'ailleurs c'était pendant l'hiver effectivement, que pourquoi pas, avec le carburant durable qui arrivait, pourquoi pas remettre des V10. Voilà, peut-être pour bien se faire voir des fans, je pense qu'à mon avis c'était uniquement ça. C'est en gros, j'essaie de redorer un peu mon blason envers les fans qui commencent à me détester, en disant tiens, et si la FIA travaillait sur un retour des V10, alors que vous avez quand même Audi, Cadillac et compagnie qui arrivent, qui sont en train de mettre des programmes moteurs en place ou qui vont le faire sur des V6 turbo hybrides, certes simplifiés, mais qui sont quand même issus de la réglementation actuelle. Et là on leur dit peut-être que dans 2 ou 3 ans, on pourrait passer à un V10, avec un carburant durable, ça suffirait. Donc il y a eu grosse réunion constructeurs, motoristes, équipes actuelles et futures donc à Bahreïn, directement en présentiel, c'était à l'hôtel Ritz-Carlton, voilà, et certains étaient là en visio, dont les présidents de Ford Motorsport et de GM Motorsport aussi, pour dire ok bon, on va se calmer un petit peu. L'idée du président, c'était pas une boutade, mais un peu passé comme ça. On ferme pas la porte évidemment au V10, voilà, mais ça sera au mieux en 2029 et au pire, si l'idée est considérée, ce sera pour à partir de 2031, puisqu'il y a quand même un cycle réglementaire de 5 ans qui est quand même acté. Que si jamais il y avait un changement de moteur avant
les réglementaires actuels, il faudrait quand même compenser les constructeurs pour tous les investissements qui ont été faits. Donc qui sait qui va le faire. Vous avez quand même Cadillac qui veut arriver, qui doit arriver, parce qu'on ne sait même pas s'ils doivent ou s'ils veulent le faire en 2028 avec leur propre moteur. Donc autant vous dire que s'ils investissent pendant 3 ans sur un moteur et que ce moteur fait que 2028, et peut-être même pas 2029, autant dire qu'il faudrait peut-être se décider un petit peu avant. Voilà, et vous avez Audi, pareil, qui est totalement opposé, tout comme Honda d'ailleurs aussi, à l'idée que tout ce qu'ils ont mis en place, ça soit ruiné par le fait de mettre des V10 au bout de 3 ans, quoi. Donc soyons clairs et honnête avec les gens, avec les fans surtout. Les V10 en F1, si ça doit revenir, et je dis bien si, ça sera pas avant 2031 au mieux, à mon avis. Et voilà, pour moi c'était effectivement clairement une histoire encore de Ben Sulayem qui avait envie de se faire mousser, puisque plus personne n'en parlait, à part Horner aussi. S'il veut peut-être être soutenu par Horner, parce que on sait que le programme Red Bull Ford ne va pas très très bien. Un V10 c'est ce qu'il aime bien, et Ferrari aussi qui forcément Ferrari qui est très très adepte de très très jolis moteurs Atmo ou Atmo Turbo dans ses propres voitures de route, préfère largement communiquer sur un V10 que sur un V6 Turbo, même s'ils ont aujourd'hui des V6 Turbo dans leur gamme, notamment sur la 296 ou sur la future Hypercar F80 qui arrive ou qui a déjà été présentée, qui est en cours de production. Donc voilà, c'est pareil, l'idée du V6 Turbo est quand même passée un petit peu aussi dans les mœurs chez les clients de Ferrari. Comme 6-7 000 clients par an quand même, à peu près en moyenne, donc ça fait, c'est un petit marché de niche, mais c'est quand même un marché qui fait quand même rayonner l'automobile de prestige dans le monde. Voilà, mais bon, cette histoire de V10, elle n'est en fait soutenue que par 2 constructeurs, on va dire que par Red Bull et par Ferrari. Et tous les autres, c'est non, quoi. Donc Mercedes, hors de question, évidemment. Mercedes sent bien reprendre un avantage stratégique avec le V6 Turbo simplifié, on le dit, effectivement très en avance. Par contre, l'avantage de cette réunion, qui a plutôt servi à ça, en fait, c'est qu'il y a eu des mécanismes de compensation de performance qui ont été mis en place pour 2026, parce que, comme tu l'as dit, Manu, il y a des constructeurs qui savent très bien qu'ils ont des gros problèmes, puisque tout le monde remonte au fur et à mesure les performances des moteurs à la FIA, et il y a des motoristes qui sont très très en retard par rapport aux références, et voilà, donc du coup des mécanismes de compensation de performance seraient mis en place, et aussi on ne ferait pas de budget, de cap de budget pour ceux qui doivent rattraper de la performance. Voilà, donc il y a des choses qui sont en train de se mettre en place histoire d'éviter d'avoir des grosses dominations comme Mercedes en 2014. D'ailleurs, j'avais un petit message personnel adressé à Christian H de chez Red Bull. Puisque je vois pas de qui tu parles. Monsieur Horner, qui il y a 2 ans, quand Mercedes avait des gros problèmes avec sa voiture, lui a élégamment dit à Toto Wolff « Change your fucking car » en disant « Peu importe que tes voitures soient dangereuses et qu'elles soient pénalisées par le règlement que vous n'arrivez pas à maîtriser, faut que tu fasses mieux si tu veux que tes pilotes soient bien et que ta voiture soit performante. » Et qui, là que son premier moteur est en train de se casser la gueule et ne pas fonctionner, a dit la F1 doit prendre ses responsabilités et faire en sorte qu'on ne revive pas la saison 2014. Donc j'aimerais dire à monsieur Christian H que ça ne va pas dans tous les sens. C'est soit tout le monde, on laisse le pouvoir aux équipes, soit on laisse le pouvoir à la F1, mais que c'est pas en mode géométrie variable selon si c'est Red Bull qui a des problèmes ou si ce sont ses concurrents. C'est joliment dit. Et je crois voir de qui tu parles du coup. Voilà, c'est ça. Ce n'est évidemment pas Helmut Marko. Christian Klein. Christian Klein. Non, c'est pas H. D'ailleurs, juste pour je glisse comme ça en aparté, monsieur Christian H aurait réussi à trouver un accord à l'amiable avec l'employé en question à hauteur de plusieurs millions d'euros pour éviter un procès au pénal, en justice en Angleterre. Voilà, l'affaire devrait s'étouffer comme ceci, apparemment. Un accord à l'amiable qui est toujours évidemment le synonyme d'une grande innocence. Voilà. Et bravo aux 3 dans le chat qui ont dit change your fucking engine en même temps. C'est effectivement. Attention, on va vous report à la FIA, vous prenez 20 000 euros d'amende. Hein. Et dis-toi que les 3 ont. Alors je sais pas si c'est Twitch qui fait ça, mais les 3 n'ont pas mis fucking en entier. C'est juste moi qui l'ai dit, donc c'est moi qui vais être pénalisé. Non, pardon, la FIA, c'est pas la. 20 000. C'est pas pour la FIA, c'est pour Next Gen Auto, pardon, excusez-moi. C'est 20 000, 20 euros. Oui, c'est pour payer les 20 euros des paris de Manu. Je garde les 20 000, on les a. Je peux faire beaucoup de paris comme ça.
Voilà pour la FIA, donc c'est un petit coup de gueule. On n'est pas trop violent, c'est que le début de saison. Hein. On a encore le temps de pouvoir Encore s'énerver. l'Arabie Saoudite. Ouais, c'est ça, Jeddah arrive ce week-end, on regarde un peu sous le pied, évidemment, puisqu'il y aura sûrement d'autres réjouissances. On va passer à Sauber, qui a fait un week-end un peu... je sais pas quoi dire sur Sauber en fait, mais c'est 13ème pour Hülkenberg, 19ème pour Bortoleto. Mais disqualifié. Comment? Il n'est pas 13ème, Hülkenberg, ouais. Oui, c'est vrai que oui, pardon, j'ai mis 13, mais du coup il a été disqualifié hier soir, je n'ai pas corrigé après mon... Pour les premier- mêmes dixièmes de millimètre que Hamilton d'ailleurs. À quel ça se joue Voilà. Ouais. Ça, c'est Effectivement, comme quoi, là- c'est pas évident. La planche, Les planche- patins, les patins et la planche, mais les patins étaient trop fins et du coup n'ont pas satisfait la FIA qui a dit 8,6 mm sur 9 mm, ça fait comme un demi-millimètre. C'est quand même, Ouais. pour vous dire à peu près le. Alors pour vous dire, la résistance des patins aussi, parce que pour que ça se. Parce que ça, on les voit bien frotter quand même. Pour que ça ne s'use que de un demi-millimètre sur 300 bornes, c'est que quand même le matériau est très costaud. Donc il faut quand même y aller. Mais oui, après, voilà, Duralex, c'est de l'ex. Hein. Donc. c'est ça. C'est Qu'est-ce comme qu'il ça, a fait Alex? J'ai pas- non, je pensais qu'il allait me saisir la balle au bon, mais C'est même pour ça pas, que tu j'ai vu vois. qu'il réagissait pas, j'ai dit allez, Non, je vais la faire. Il est dur, Alex, mais bon. Non, mais c'est vrai que ouais, bon, Sauber C'est c'est dur, un peu... Alex, mais c'est Alex. Mais voilà, c'est un peu compliqué de jauger Sauber encore une fois. C'est pas terrible, mais c'est pas non plus la catastrophe annoncée. Non, C'est toujours, j'étais comme dans le rythme, hein, quand même. Enfin, largement plus que l'an dernier, en tout cas. ils arriveront, à mon avis, sporadiquement comme à Melbourne, à faire des petites performances sympas, quoi. Peut-être que Bortoleto était plus en retrait ce week-end. mais Oui, bon. il a un peu plus marqué le pas, Oui. effectivement. Paradoxalement, sur un circuit qu'il connaissait, du coup, il a eu un peu plus de difficultés. Il était pas très. On voyait même dans les interviews, il était beaucoup plus renfermé que sur les autres week-ends où il était un peu plus Il rayonnant. vers incassables. Et c'est vrai que c'est un peu triste pour lui, mais bon, après, voilà, de toute façon, c'est une saison de débutant, il y aura des week-ends avec, des week-ends sans. Et mine de rien, faut pas oublier que face à lui, il a quand même un métronome qui est Hülkenberg, puisqu'on se rappelle qu'Hülkenberg, même s'il n'a pas forcément un palmarès, voilà, il est souvent moqué pour ça, c'est quand même un excellent pilote qui est rarement dans un week-end sans. Donc on l'avait vu notamment chez Haas, où il a tenu la baraque pendant 2 ans face à Magnussen un peu inconstant. Là, il est vraiment très bon et je pense que c'est une bonne référence pour Bortoleto, mais effectivement sur un week-end sans pour Bortoleto, ça va un peu plus se voir que les week-ends où il est bien. Voilà, ouais, j'ai pas plus à dire sur Sauber. Je vous avoue que c'est pas l'équipe qui m'a vraiment marqué. Racing Bulls par contre a fait son pire week-end de la saison en termes de performance. Isaac Hadjar termine 14e, donc 13e du coup avec la disqualification de Hülkenberg. Lawson est 17e à l'arrivée. D'ailleurs, il était parti 17e aussi. Et c'est vrai que pour la première fois, on a vu une équipe Racing Bulls qui n'a pas du tout joué le top 10, Alex. Oui, c'est très surprenant. Alors c'est vrai que les essais hivernaux, ils n'étaient pas non plus très bien sur ce circuit, donc il y a peut-être aussi une forme de logique à aller chercher derrière, mais c'est très clairement en contraste par rapport à leur précédent Grand Prix. Alors, on peut quand même noter que Hadjar a dominé Lawson, qui lui aussi a été très sale et brouillon. Mm. Euh, 3 points de pénalité sur ce Grand Prix, 5 en tout. Déjà. ouais, c'est ça. Ça fait beaucoup, hein. Alors, je crois qu'il a eu un problème de DRS, je crois, en qualif, Lawson. Oui. Mais enfin, cela dit, Oui. il a fait une course avec deux duels très très sales face à Hülkenberg et Stroll, 15 secondes de pénalité. Il n'avait pas besoin de ça et donc c'était très très brouillon sur son deuxième week-end chez Racing Bulls. Donc voilà, donc c'est bon. Franchement, chez Hadjar, faut pas oublier que c'est quand même son 3e départ en Grand Prix, donc il a quand même fait une course. Il était coincé dans le peloton, il pouvait pas faire grand chose et la stratégie était une fois encore pas top. Voilà, après c'est un peu comme Williams, hein, ça va aller et venir. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que Racing Bulls sont peut-être totalement ratés sur les réglages. Je sais pas. Je 1 ou m'attendais 2 pas- dixièmes. Mais qui s'explique ça par 1 ou 2 dixièmes qu'ils n'ont pas réussi à trouver. Et c'est pas un week-end fluide, voilà, pour eux, c'est ce qu'ils ont dit, mais il n'y a pas eu de gros ratés d'après lui. En fait, voilà, c'est. Comme tu dis, hein, c'est comme Williams, t'as 1 ou 2 dixièmes où t'es pas là, où t'es pas dans la bonne fenêtre, et tu passes effectivement du top 10 à milieu de peloton, voire fin de peloton. Donc,
Et il va falloir s'y habituer, hein, ce yo-yo Ouais. entre les équipes. Hein. C'est ce qu'on disait. Hein. C'était déjà un peu le cas l'an dernier, va être encore plus le cas cette année. Quoi. Même si on a quand même les 4 top teams qui arrivent quand même à plutôt bien se détacher des 6 autres. Parce que là, du coup, pour le coup, Aston est vraiment décroché du top 4 et a vraiment intégré le groupe. Il y a top 4 et top 6. Ils ont Hein. intégré à ce niveau-là. C'est ça. Il y a top 4, top 6. Mais voilà, c'est top 4 vers l'avant et le top 6 du peloton. Là, pour le coup, c'est bien séparé. En tout cas, à peu près bien séparé. Et l'un de ce groupe-là peut arriver à se mêler un peu à l'autre du groupe, mais c'est quand même à peu près comme ça se compose. Et dedans, chacun de ces groupes, ça se mélange, selon les circuits, selon les réglages, selon les météos, selon la bonne humeur ou la mauvaise humeur de l'un ou de l'autre. Enfin, mais c'est selon la FIA aussi, si l'envie de voir un ou pas. Voilà, c'est une variable, effectivement. C'est ça, mais voilà, à 1 ou 2 dixièmes presque, dit Maquet, c'est effectivement, ça joue avant du top 6 ou fin du top 6. Donc il faut s'y habituer. C'est peu, hein, 1 ou 2 dixièmes, c'est un clignement d'œil, les gars. Hein, C'est vrai qu'on a vu de toute façon qu'il y avait des fois en Q1 il y avait 6 dixièmes entre les 14 premiers, je crois, un truc comme ça. C'était vraiment ça se joue à rien du tout. Et effectivement, c'est très compliqué et ça rend encore plus scandaleuse l'erreur de la FIA en Q1. Moi, je suis assez inquiet pour Lawson, hein, je vous cache pas. Je trouve que depuis qu'il est c'est que la deuxième course chez Racing Bulls, mais je trouve que le côté flamboyant et à la limite, mais du bon côté de la limite qu'on lui voyait l'an dernier, et puis qu'il avait ce côté un peu attaquant et tout ça, alors qu'on disait un peu téméraire parfois, mais ça allait quand même, et puis on lui disait un peu gros forte tête, mais en même temps il répondait sur la piste aussi. Voilà, arrogant, mais il répondait sur la piste par des performances qui étaient correctes. Ben là, en Q1, il prend 5 dixièmes sur Adjar. Hein. Ouais, il se fait mettre à l'amende par un débutant, en fait. L'an dernier, il était face à Tsunoda en tant que lui débutant ou presque, donc on pouvait dire, ok, il n'a pas l'expérience, ok, il découvre les circuits, etc. Mais là, alors, il découvre toujours les circuits, encore que Bahreïn ne les découvrait pas. Et effectivement, moi je trouve que le retard sur Adjar est très 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 compliqué à gérer. Il prend 5 dixièmes sur Adjar et dans le même temps, Tsunoda marque des points, alors que Lawson avait dit que Tsunoda n'y arriverait pas vraiment. Ouais. Donc, et Tsunoda marque des points sur le pire Williams de Red Bull en plus. Le pire week-end de Red Bull, pardon. J'ai pire Williams. J'ai dit Williams. Je fatigue. Le pire week-end, pardon, de Red Bull. Et donc c'est effectivement encore moins flatteur pour Lawson, qui lui a notamment bénéficié d'une Red Bull quand même correcte lors de ces 2 courses. Après, Weekend a fait son Pierre Williams aussi. Hein. C'est effectivement juste. Et puis on va finir par Aston Martin. Alors là, je vais laisser la parole à Franck parce que donc il termine 16e et 18e à l'arrivée, sur la ligne d'arrivée. Et Franck, je vais te laisser la parole puisque tu as titré le bilan de la course hier. Aston Martin a touché le fond lors de la course à Bahreïn. Donc je pense que tu vas être le mieux placé pour nous dire à quel point c'est mauvais de la part d'Aston ce week-end. Ah oui, bah Fernando Alonso. Je parler pendant 10 minutes. Hein, top chrono, c'est parti. C'est pas assez à dire, mais. Non, j'aurais pas assez à dire. Clairement, la performance, elle n'est pas là. Hein, et Fernando Alonso est clairement très très lassé. Il a dit sur chacun de ses interviews, aussi bien le vendredi que le samedi que le dimanche, qu'il avait maximisé ce qu'il avait à sa disposition, qu'il pouvait pas mieux faire que ça. Pour le coup, Stroll qui était quand même un peu plus dans le rythme, on va dire, d'Alonso sur le début de saison, enfin, sur les premières courses, on va dire, là était vraiment largué puisque comme il se qualifie dernier, hein, non avant-dernier je crois, avant-dernier juste avant Berman. Oui, Berman, ouais. Et il finit pareil, voilà, quasiment avant-dernier aussi. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez voir d'une équipe Aston Martin comme ça, c'est extrêmement compliqué. C'est une saison qui va filer à rien faire. Est-ce que ça va user pour de bon la motivation d'Alonso à se dire je vais encore me faire 20 courses comme ça en espérant que la monoplace de 2026 conçue par Newey, et là ça va être vraiment plus par Newey que par Cardile aussi, donc je rappelle aussi cet état de fait là. Est-ce que vraiment ça va être la monoplace qui va être sympa à conduire et me permettre de faire des résultats? Parce que là clairement en 2025 c'est oublié, hein. Là vous pouvez pas attendre grand chose de ça, c'est sûr et certain que toutes les ressources sont sur 2026, d'autant plus que voilà, si effectivement les ingénieurs qui devaient être là ne sont pas là encore, ça fait encore d'autant plus de boulot pour les autres pour 2026. Donc voilà, ça va être très très compliqué pour Aston Martin. Ils vont réussir à rentrer peut-être des fois dans les points quand il y aura des faits de course, des opportunités, un peu de météo, un peu de pluie, ce genre de choses. Mais Alonso, on sent que voilà, c'est la 12e, 13e place qu'il arrive à maximiser à peu près avec cette voiture-là.
Sachant que ça va pas aller en s'arrangeant, hein, puisque les développements sont quasiment stoppés. Ils attendent quelques pièces apparemment pour Imola et pour l'Espagne, mais ça va être les dernières, hein, clairement. C'est donc ce qui était mis dans le tunnel après les essais hivernaux et après les premières courses pour conforter les données. Ça va être une saison extrêmement pénible en enfer. Je pense que là pour le coup c'est pas Mike Crack qui l'a vendu, c'est Andy Cowell qui a dû le vendre à Lawrence Stroll. Et il va falloir l'accepter. Hein. Il va falloir accepter que cette saison-là, elle est vraiment perdue, quoi, pour le coup. Et moi, ça me rassure pas du tout sur le fait que je vois pas d'émulation, je vois pas d'envie de s'en sortir, je vois pas d'ingénieurs qui ont envie de, avec leurs ressources qu'ils ont, avec avec leurs idées, essayer de concevoir des choses, qui peuvent essayer de fonctionner un petit peu. Comme par exemple, As avait réussi à le faire à la fin de l'année d'avant, quoi. C'est pour ça que je suis un peu perplexe par rapport à Aston Martin. Ils ont un super outil maintenant, donc une usine qui est absolument plus qu'au standard de la F1, c'est vraiment l'usine la plus moderne. La soufflerie la plus moderne avant celle de Red Bull qui arrivera en mise en service en 2026 pour la monoplace 2027. Et voilà, donc je me dis quand même qu'ils vont quand même essayer de consacrer un peu de budget à essayer de développer des pièces dans cette soufflerie pour la voiture 2025. Parce que bon, ils vont pas le faire tourner que sur du proto 2026. Enfin, j'espère pas, je pense pas. J'ose espérer quand même qu'ils vont essayer de voir si ce qu'ils avaient avec l'ancienne soufflerie par rapport à la nouvelle sur les pièces de la 2025, est-ce que ça peut améliorer. Donc on peut espérer quelques petites nouveautés par-ci par-là. Mais ça va être extrêmement compliqué. Et voilà, quand vous avez un Alonso qui est désabusé, qui a envie de dire le jeudi, je pas grand chose à vous dire parce qu'on n'a pas encore couru en essai. Le vendredi, parce que c'est que des essais, j'ai rien à vous dire. Le samedi, c'est notre place. Et le dimanche, c'est notre place. Je veux dire, c'est extrêmement compliqué. Les deux pilotes n'ont pas envie de parler. On avait déjà un Lance Stroll qui nous faisait péniblement du 30 secondes chrono, donc 15 secondes de questions à la fin de chaque séance. Alonso commence à nous faire la même chose. Ouais. Et voilà. Il est passé sous la minute ce week-end. Et le problème, c'est qu'Alonso, en plus, on l'a vu, on voit qu'il est pas bien parce qu'en qualif, il fait 15e. Il dit bravo les gars, super tour, on a maximisé. Ironique ou pas, on sait même pas. On sait même pas si c'est ironique ou pas. En fait, avant, quand il était ironique, il le mettait très clairement et ça s'entendait à son ton. Aujourd'hui, il est un peu désincarné, je trouve. Il dégage plus grand chose. Mais en même temps, je peux comprendre, j'allais dire, la situation, il faut se mettre à la place mentale d'Alonso aujourd'hui, c'est que c'est un pilote qui est en fin de carrière, qui a rejoint un projet Aston Martin qui au départ était un peu bancal quand il a signé en 2022. Début 2023, il y a 2 ans, il enchaînait les podiums. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, il se battait pour une deuxième, une troisième place derrière Verstappen. Alors bon, c'est dommage que Verstappen était intouchable, mais lui était quasiment le meilleur pilote derrière, ou en tout cas au moins un week-end sur 2. 2 ans plus tard, ils ont la voiture, une des pires voitures du plateau, qui d'ailleurs pour moi ce qui explique aussi son niveau, c'est que c'est une évolution de la voiture de l'an dernier qui était déjà pas bonne, parce que c'était une évolution ratée de la voiture de l'année d'avant. Et effectivement, c'est... oui, il a encore quitté un projet qui était bancal, mais qui fonctionne un peu plus que le sien, pour aller vers un projet qui le ramène encore en lutte pour passer de la Q1 à la Q2. Et comme le dit Brarius Zero, c'est exactement là où j'allais en revenir, c'est que, fiabilité mise à part, il est au même niveau qu'il était chez McLaren il y a 10 ans. C'est-à-dire qu'il a du mal aujourd'hui à passer la Q1. Voilà, quoi. La différence, c'est que là, il a quand même de l'espoir. Il voit une lumière au bout du tunnel. Là, chez McLaren, il avait de l'espoir en arrivant. Donc il y a peut-être une différence à ça. Moi, Aston, je vois quand même peut-être un peu plus proche à Jeddah, à mon avis. C'est peut-être que Bahreïn, ils étaient quand même plus loin qu'avant, mais évidemment, ce sera pas gêné, mais je le vois peut-être un peu plus proche. Voilà, après, il reste dans un Grand Prix. De toute façon, il va vite avoir la réponse en 2026. Le problème, c'est qu'on a parlé de Verstappen. Si Verstappen arrive, imaginons qu'Aston ait enfin une voiture gagnante, et bam, je vois où tu vas avec cette phrase. C'est vraiment pas de chance. Et ouais, je pense que c'est une saison d'attente. Et généralement, dans les salles d'attente, on se fait un peu chier. Même la musique est rarement bonne, en fait. 20 000 € pour Alex. Allez, hop. Voilà. Mais après, chez McLaren, il manquait... Des choses comme ça. Chez McLaren, il manquait pas d'espoir parce que faut pas oublier que 2017, Honda amène un nouveau moteur. Il était persuadé que ça allait fonctionner, ça ne marche pas. 2018, il change de motoriste. Il fait une 5e place à Melbourne. Il dit no weekend fight. Le reste de la saison, il est de nouveau éliminé en Q1 ou pas loin. Et il a jamais perdu espoir, Alonso. Donc je pense que là aujourd'hui, il a encore cet espoir-là pour 2026. Mais je pense que mentalement, quand il fait le bilan de ses week-ends le dimanche soir en se disant putain, j'ai 45 ans ou bientôt 44 ans et je me déplace tous les week-ends sur de la F1, je consacre ma vie à la F1 pour ça.
Tout Alonso qu'il est et tout plaisir qu'il prend au volant, je pense qu'il en a un peu marre. Ouais, et je comprends. Alors fais attention comme aux gens de 40 et quelques années, j'en ai 47 et je suis toujours motivé par la F1 moi. oui, mais toi tu te déplaces pas pour être absent, tu vois, tu fais des week-ends qui sont sympas, on a des belles audiences, d'ailleurs on remercie les gens, tu vois, il y a des vraies choses qui fonctionnent. Lui, je suis désolé, mais par rapport à ce que la F1 était comme expérience globale pour lui il y a 15 ans de ça, où il gagnait des courses, des titres, il jouait des titres, enfin encore une fois, Alonso, entre 2005 et 2012, il a que 2 titres, mais il en joue 7. Donc, tu vois, là, il prend 20 millions, il prend des Valkyrie, il conçoit des Aston Martin Valour, voilà, il prend des jolies voitures. Il se fait plaisir, là, il se fait un petit peu. C'est un peu en mode détente, là, j'ai l'impression. Et 2026, ça sera qui tout double, quoi. Ouais. Oui, c'est sûr, mais je pense qu'il reste juste pour 2026. Mais je trouvais même moins démoralisé et moins blasé quand il était pilote itinérant, qu'il avait fait un coup de Dakar, un coup de Le Mans, un coup l'Indy. Où voilà, ça fonctionnait, il n'avait pas de pression, mais il n'avait pas d'enjeu, et du coup ça a l'air d'aller. Je pense que la F1 demande un tel niveau d'implication, je pense qu'il en a un peu marre quand même d'en être là. Alors je le plains pas, je le plains pas dans sa situation globale, mais je peux comprendre que pour un champion comme lui, et pour quelqu'un qui vit sa carrière telle qu'elle est, et il en est aussi responsable parce qu'il a fait beaucoup de mauvais choix dans sa carrière. Mais oh, le rire venait de ça venait du cœur là. On sent le fan d'Alpine qui parle. Mais faudrait qu'on réinvite Paul juste pour parler du cas Alonso. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais ouais, je pense qu'Alonso est un peu dans le dur. Mais effectivement, et je pense que 2026. Moi, je serais pas étonné que si 2026 il reste, qu'il se fait pas remplacer par Verstappen, mais que la voiture n'est pas bonne et que je suis même pas sûr qu'il finisse sa saison. Je pense que 3 Après, le coup dur aussi pour Alonso, c'est quand même d'avoir débuté par une série de podiums en 2023. C'est ça. Lui dire waouh, j'ai enfin fait mon pari, quoi. Ouais. Et ben non. Encore raté. La réponse, ça sera 2026. Ouais, c'est ça. Ouais, encore c'est un coup de bol que Aston a réussi à avoir Newey, parce que quand il a signé en 2023, il était hors de question de voir Newey chez Red Bull en 2026. Après, le plus gros. Il n'y aurait pas eu Newey en 2026, il aurait pas signé, soyons clairs. Ah oui. Après, le truc le plus fou serait évidemment que Aston réussisse un truc de fou l'an prochain et qu'il soit champion du monde. Ou alors, ou alors il se fait battre par Stroll, champion du monde en 2026. Non, j'exagère évidemment. Non, de toute façon, d'ailleurs, Stroll, après 2 premiers Grands Prix, Stroll est de nouveau porté disparu. Lui. Eh bien, fantôme. Ouais, puis très, très loin. Comme Russell, mais lui, son transpondeur, il marchait. Parce qu'il a fait 2 Grands Prix, il a marqué 10 points. Est-ce qu'Alonso va marquer 10 points à la régulière? Ouais, c'est pas gagné non plus. Non, je pense qu'il y aura des courses qui vont lui sourire à Alonso, mais c'est vrai que. Une bataille à Alonso-Hamilton pour le titre, nous dit Hatchoum l'an prochain. Je serais pas mécontent. Ah oui. Moi qu'il y en a un des deux qui rejoignent McLaren, sinon ça me ferait un peu chier quand même. Ça fait quand même presque 19 ans après, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ce serait fou. C'est assez fou. C'est pas le plus probable. Hein. Non. C'est ça. On pourra avoir une bataille Stroll-Leclerc. Oh non. Stroll Colapinto, puisque Alpine sera une très bonne équipe et que Gasly sera parti. Ah non, Gasly c'est Road to 2026. Ah oui, c'est vrai. Hein, donc, attention. Ouais, pour les 60. Il a pas dit avec qui. Mais... Il a pas dit avec qui, mais bon. Voilà pour le débrief du Grand Prix de Bahreïn, 4e manche de la saison. Deuxième manche du c'était quoi Ouais, j'ai fait deuxième manche du triple header qui nous mènera ce week-end à Jeddah. Effectivement, un petit point sur nos pronostics qui étaient particulièrement mauvais, puisque nous avons pronostiqué. Alors, je commence par Franck qui avait pronostiqué Norris, Hamilton, Piastri. Alors, tu as 2 pilotes mal placés, ce qui n'est pas si mal. Oui. Mais ça va quand même. Alex, tu avais Norris, Piastri, Leclerc. Tu as 2 pilotes mal placés. Et moi j'avais Norris. Avoir le bon. Ouais, Leclerc aussi, c'est bien. Moi j'avais Norris, Verstappen, Leclerc, donc un pilote mal placé. Donc voilà. Et un très mal placé, notamment. Et un particulièrement mal placé, effectivement. Oh, j'y ai cru à Verstappen, mais j'aurais pas dû. Comme ça, la seule fois où je crois en lui depuis le début. Et donc, nos pronos de Jeddah, que vous pouvez aussi retrouver dans la présentation du Grand Prix que nous mettrons en ligne demain sur Next Gen Auto, avec les horaires également, puisque les horaires sont. Vous avez en avant-première, du coup. Voilà, exactement. On n'a pas changé d'avis pendant la nuit. Non, moi, ça devrait aller. Franck, tu as mis Leclerc, Piastri, Norris.
Alex, tu as mis Russell Hamilton Norris. Donc là, on joue de la grosse cote, hein, clairement. Ouais, non, grosse mais là, cote. Là, on sent que tu as mis 1 euro, mais que tu espères en rapporter un paquet. C'est ça. J'ai parlé les doigts de Franck. Oh ouais, ça se fait, oui. Et moi, je joue un trio Norris, Leclerc, Piastri. Je fais confiance à Charles quand il dit que les évolutions de Bahreïn vont vraiment porter. Tu fais pas de la confiance à performance. Norris. Et tu fais pas confiance à Norris quand il dit que sa McLaren ne lui convient pas. Non, parce que T'as raison, hein. je sais qu'il peut faire mieux. Je sais qu'il. Avec ton voilà. micro, quand tu dis Norris, j'ai l'impression d'entendre Norrisque. Norris. Norris. Bah, Jeddah, c'est peut-être la recette pour gagner. C'est ça. Jeddah, ça va être folklorique, évidemment. Des horaires un peu tardifs. Alors, je les ai pas en tête, mais ce sera des horaires de soirée, clairement. Enfin, de fin d'après-midi pour les premiers essais de la journée. Je les ai, hein, donc c'est Bah, vas-y, ouais, parce que moi- Libre 1 à 15h30 le vendredi. Journée média le jeudi, évidemment, n'oubliez Évidemment. pas. Hein. À partir de 16 bon, évidemment, des news du matin jusqu'à 16h. Et à partir de 16h, on enchaîne, on enquille, comme d'habitude, sur la vingtaine de pilotes. Libre 1 le vendredi à 15h30. Libre 2 à 19h. Donc c'est bien, tout le monde sera rentré du travail pour se poser devant NextGen et regarder le live. Parce qu'on maintenant on fait les lives texte écrit aussi pendant les livres et ça a très bien marché. On est très content d'avoir testé ça. On a eu beaucoup de monde qui était connecté sur les lives. Alors, autant les lives des essais libres à 4h30 du matin. Oui, j'allais dire, je vous préviens tout de Voilà. suite, Las Vegas, c'est non. Voilà, soyons clairs, il n'y a pas les gens, mais par contre, voilà, dans ces horaires qui sont effectivement accessibles, ou parce que les gens sont au boulot, ne peuvent pas regarder Canal ou autre, ça a très bien marché, donc voilà, donc on refera l'expérience évidemment sur ces Grands Prix où ça a du sens. Libre 3 le samedi 15h30 aussi, la qualif à 19h, et la course à 19h aussi dimanche, donc pour profiter aussi de votre dimanche pour ensuite venir vous poser avec nous devant le Grand Prix qui devrait quand même, comme d'habitude, très sympathique. Ouais, exactement. Et je vais. Oui, t'as bien fait, Warrior Zero, de rappeler, parce que tu as posé une question sur les disqualifications tout à l'heure. Tu as dit qu'il y a déjà eu 4 disqualifications cette année contre 2 sur toute la saison dernière. Est-ce qu'il y a une explication à ça? Et l'explication, en fait, c'est que les équipes sont tellement serrées en termes de hiérarchie qu'elles n'ont pas de marge. Donc, c'est-à-dire qu'elles sont obligées de. Quand il faut gagner un dixième, tu règles la voiture bas, quitte à être limite au niveau de l'usure de la voiture, parce que notamment il y a pas mal de disqualifications à cause du poids et des usures de patins en dessous. Et effectivement, quand les équipes ont des écarts un peu larges, ils sont pas à un demi-dixième près, et du coup ils vont prendre un peu de marge sur la hauteur de caisse, donc forcément réduire la performance aéro, mais du coup perdre un peu et assurer le coup sur la tenue de la voiture et sa santé à la fin de la course. Et quand un dixième, comme on le disait tout à l'heure, joue 4 ou 5 places, et ben ils sont obligés de mettre la voiture au plus bas, quitte à ce que si le pilote frotte un peu trop sur les vibreurs régulièrement, la voiture soit en dehors du règlement. Voilà pour le patin à quelle épaisseur au départ? C'est 1 centime? 9 mm. Ah, c'est Non, pardon, c'est 10, c'est 10 ouais, et, il doit être à 9. 9, ouais, c'est ça. C'est ça. Donc oui, on peut... Sur 3 points de mesure, parce qu'en fait il y a plusieurs patins, Ouais. sur 3 points de mesure, il doit être au-dessus de 9. Il y a un patin à gauche, un patin au centre et un patin à droite, ils sont pas au C'est même ça. endroit de la C'est longueur. ça. Et effectivement, on peut s'attendre à avoir d'autres sur cette saison, puisqu'il y aura des circuits en plus qui vont être quand même très violents avec les voitures à ce niveau-là. On pense à Silverstone, il y a beaucoup de vibreurs que les équipes sont obligées de prendre. On pense à Austin, évidemment. On pense à certains circuits où ça va être compliqué, parce qu'il y a des obligations pour les pilotes d'attaquer les vibreurs, pour les équipes de mettre la voiture le plus bas possible. Et effectivement, c'est tout un tas de choses qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas en réfléchissant aux défis des équipes, mais qui sont très importants. Les pilotes boivent aussi de moins en moins aussi, hein, parce que ça fait partie du poids qu'on peut essayer de gratter comme ça sur le. D'ailleurs, à noter, hein, on est obligé de le dire que McLaren a quand même une gourde qui ne fonctionne pas a priori. Oui. Donc ces gens-là sont capables de nous faire une fusée en piste, mais juste faire fonctionner une gourde, ça, apparemment c'est très compliqué pour les ingénieurs. Mais bon, il n'y a pas que McLaren qui ne sait pas faire fonctionner le système de boisson, parce que chez Ferrari, c'était pas ça non plus. Et d'ailleurs, je tiens à dire que la FIA a obligé les équipes à faire que la partie baquet pèse 80 kg au pilote, enfin 80 et quelques kilos pilote inclus, pour que les pilotes n'aient pas à être trop légers et du coup ne pas se dénutrir ou ne pas se prendre de risques, comme c'était le cas pour Ericsson qui ne buvait jamais quand il était en F1 parce qu'il était un peu trop, il a un trop grand gabarit. Et effectivement, il faudrait peut-être penser à ajouter cette gourde à l'ensemble pour histoire que ce soit obligatoire et qu'il n'y ait pas possibilité de sacrifier la santé du pilote potentiellement. C'est ça. Je crois que c'était à Miami il y a 3 ans où Verstappen avait perdu 3 kilos. Enfin, je sais pas, à Miami où il faisait très très chaud.
Ouais. D'ailleurs, on a noté aussi que Russell avait accouru avec la combinaison réfrigérée, avec les tuyaux dans le dos. On a pu voir à quoi ça ressemblait. Alors que beaucoup de pilotes avaient dit que c'était encore un peu trop inconfortable, trop, voilà, pas très pratique. Lui, il l'avait, après ce qu'il a testé, est-ce qu'il en a usé. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé, donc peut-être que la question arrivera lors de la journée média à Jeddah jeudi, pour savoir ce qu'il en a pensé. En tout cas, c'était pas un mauvais choix parce que c'est le seul truc de la voiture qui n'a pas dysfonctionné, donc finalement c'était pas mal. Ouais, mais lui au moins son volant il est resté attaché à la voiture. Oui, c'est vrai qu'on l'a pas dit, mais effectivement, Fernando Alonso a perdu son volant en plus. Pas son volant, sa place dans l'équipe, il a littéralement perdu son volant. Pourrait être un autre site aurait pu. Fernando Alonso perd son volant en plein week-end de Grand Prix. On ne citera pas évidemment le site. Voilà. Le Grand Prix touche ainsi à sa fin sur ces bonnes paroles. Merci à toutes et tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine. Ce sera la 4e émission en 4 semaines, mais on y prend goût évidemment, puisqu'on fait des débriefs du Grand Prix d'Arabie Saoudite, qui effectivement, comme le disait Franck tout à l'heure, s'annonce particulièrement intense. On n'a pas eu d'explication à zéro sur le volant amovible. Le rapport arrivera plus tard. C'est quand même un truc où il y a une enquête à faire, je pense. Oui, la FIA a saisi, voilà, ils veulent enquêter sur pourquoi, parce que c'est quand même pas normal. Ouais. Voilà. Et puis, ce serait la faute au moteur Renault. Et puis voilà, donc passez une bonne semaine d'ici là sur Next Gen Auto évidemment. On continue à vous donner plein de news, d'informations. Vous aurez les horaires et la présentation demain. Vous aurez la météo aussi plus tard dans la semaine. Et puis jeudi matin. Jeudi matin, maintenant c'est la norme. Et puis évidemment toutes les actus et infos. D'ici là, journée média jeudi et après on embraye pour un 5e week-end de la saison, le 3e consécutif. Merci à toutes et tous. Passez une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt. Ciao, bonne soirée.